Dans ce monde, plusieurs espèces différentes parcourent la planète, chacune avec ses propres forces et capacités spéciales, et puis il y a des humains comme Let, qui sont pratiquement inutiles. Un jour, Let quitte son domicile dans l'espoir de devenir aventurier et se rend dans la grande ville pour s'inscrire. À son arrivée, il rencontre l'une des réceptionnistes qui l'aide à s'inscrire. Comme c'est la première fois qu'il s'inscrit à la guilde, elle lui dit qu'il commencera au rang F et, pour s'en assurer, elle confirme que Let sera complètement inutile. Elle lui demande s'il a au moins un don qu'il peut utiliser, et Let lui répond avec enthousiasme que son talent est le jeu de hasard gacha. La réceptionniste reste figée un instant, pensant avoir mal entendu, mais c'est bien ce qu'il vient de dire. Let a la capacité d'invoquer une roue gacha, et en appuyant dessus, il obtient à chaque fois un objet aléatoire. Il veut lui faire une démonstration, alors il appuie sur le bouton et l'objet qu'il reçoit est une fourchette tordue. Bon, écoutons-le, c'était probablement juste un coup de chance, alors il réessaie, mais cette fois-ci, il n'obtient que de la nourriture. Et ce n'est même pas de la bonne. La réceptionniste soupire et dit poliment à Let qu'il ne sortira jamais du rang F avec un tel pouvoir. Let lui demande s'il y a un travail qu'il peut accepter en tant que membre du rang F, et elle le dirige vers le tableau d'affichage où tous les emplois disponibles sont affichés. Mais en plus d'être inutile, il n'est jamais allé à l'école, donc il ne sait pas lire. La réceptionniste comprend sa situation, alors elle sort une liste et dit à Let que les meilleures options pour lui pour le moment sont les travaux de ramassage de bois, de transport de terre ou d'aménagement paysager, mais que le salaire est à peine supérieur au salaire minimum, donc il ne gagnera pas beaucoup. Let répond qu'il sera heureux de le faire. Plus tard dans la journée, il se met donc à faire autant de travail manuel que son petit corps peut supporter, et à la tombée de la nuit, il a à peine gagné assez d'argent pour couvrir ses frais d'hébergement. Cependant, alors qu'il marche dans la rue, un groupe d'hommes bêtes passe par là et repère immédiatement Let comme une proie facile. Il le bouscule donc intentionnellement et lui vole son argent. Let les supplie de le lui rendre, car sans cet argent, il va devoir passer la nuit dans la rue, mais les hommes bêtes s'en moquent, et franchement, tout le monde s'en moque aussi, car les humains normaux sont au bas de la hiérarchie des espèces, et personne n'est prêt à prendre sa défense. Let s'assoit dans la boue tandis que tous les passants le traitent de bon à rien sans raison, jusqu'à ce que quelqu'un s'arrête pour lui venir en aide. Let prend la main de la femme, pensant qu'elle est une humaine comme lui, mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit d'une elfe, il recule de peur, pensant qu'il va encore être victime d'abus. L'elfe lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter et, pour le prouver, elle s'agenouille dans la boue pour le serrer dans ses bras. Let a du mal à croire qu'une elfe puisse traiter un humain comme lui avec autant de gentillesse, mais elle ne semble pas mentir, alors il décide de se laisser faire. Elle le présente aux autres membres de son groupe et lui explique qu'ils forment la Concorde des tribus, un groupe qui rassemble des membres des 9 races du monde entier dans le but d'éradiquer la discrimination entre les races. Le chef est un homme bête nommé Gourou, et l'elfe s'appelle Sacha. Il compte déjà des membres issus de la plupart des différentes races, il ne leur manque plus qu'un humain pour devenir leur 9e membre, et c'est pourquoi ils veulent demander à l'aide de rejoindre leur groupe. Tout cela semble bien sur le papier, mais parmi toutes les personnes qu'ils auraient pu choisir, ils ont vraiment dû choisir un garçon de 12 ans sans défense et sans pouvoir pour rejoindre leur groupe spécial. Au moins, cette fois-ci, il n'y a pas d'huile pour bébé. À partir de ce moment-là, chaque fois que Concorde part en mission, Let les accompagne en tant que porteur de bagages, mais il est toujours aussi inutile qu'avant, car, moins de 10 minutes après le début de la mission, il est presque tué d'un seul coup par un monstre serpent géant. Heureusement, Drago et Sacha parviennent à le sauver avant qu'il ne lui arrive malheur, mais Sacha lui dit qu'il doit vraiment se ressaisir, car c'est l'un des donjons les plus dangereux au monde et que tout ce qui s'y trouve peut littéralement le tuer. Il doit donc veiller à rester près de l'équipe. Let s'excuse pour son erreur, mais Sacha ne veut pas qu'il se sente trop mal, alors elle lui demande simplement de s'approcher pour qu'elle puisse vérifier s'il est blessé ou non. Pendant qu'elle s'occupe de Let, les autres s'approchent et se moquent de Sacha qui ne rate jamais une occasion de dorloter Let. Ils ont terminé ici, alors le groupe continue à s'enfoncer dans le donjon avec Let au centre afin qu'il ne lui arrive rien de mal, mais lorsqu'ils arrivent à une partie étroite du chemin, Gourou dit que ce serait un bon endroit pour s'arrêter. Let suppose qu'il veut dire qu'il souhaite faire une pause, alors il pose son sac et commence à préparer du thé pour tout le monde, mais Drago lui dit que ce n'est pas nécessaire, car ils sont en fait là pour l'exclure du groupe. Let n'en croit pas ses oreilles, il leur demande s'il s'agit d'une blague, mais littéralement tous les membres du groupe, y compris Sacha qui était si gentil avec lui il y a une minute, changent soudainement d'attitude et traitent Let d'humain laid, stupide et bon à rien. Let ne comprend pas ce qui se passe, alors il lui explique tous qu'ils ont fait semblant de l'aimer pendant tout ce temps, et que toute cette histoire de vouloir se débarrasser de la discrimination, c'était un mensonge éhonté. En fait, ce sont parmi les personnes les plus racistes que vous puissiez rencontrer, et il meurt d'envie de se débarrasser de Let depuis le jour où il les a rejoints. Si tel est le cas, Let demande alors pourquoi ils ont pris la peine de lui demander de les rejoindre, et Gourou lui répond qu'il ne s'intéressait à lui qu'à cause de son talent. Let ne comprend pas ce qu'il veut dire, car son talent de gacha est aussi inutile que possible, mais même si c'est vrai,
il est similaire à celui du maestro, et les supérieurs du Concorde voulaient voir si le talent de Let allait évoluer vers quelque chose d'utile, alors on leur a demandé d'être gentils avec lui jusqu'à ce moment-là, même s'ils n'en avaient pas envie. Cependant, ses supérieurs ont récemment décidé que Let était une cause perdue, et le groupe n'a donc plus aucune raison de faire semblant de s'intéresser à lui. Let n'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils viennent de dire, et le groupe se rend compte qu'il a peut-être laissé échapper trop d'informations, mais cela n'aura bientôt plus d'importance, car Let ne sortira pas vivant de ce donjon. Ses yeux s'écarquillent dès qu'il les entend dire cela, et une seconde plus tard, Guru utilise ses griffes pour lui lacérer le visage, lui faisant clairement comprendre qu'ils ont vraiment l'intention de le tuer. Il se met à courir pour leur échapper, mais ils se contentent de rire et lui disent que même s'il parvenait à s'échapper, il finirait par mourir aux mains d'un monstre au hasard dans le donjon. Cela dit, ils pensent qu'il sera beaucoup plus amusant de le tuer de leurs propres mains, alors Sacha prend son arc et lui tire dans la cuisse pour l'empêcher de s'échapper. Ils apprécient tous les cris de terreur de Let, et Guru commence à le frapper pour le faire crier davantage, mais les autres lui disent d'arrêter car leur histoire de couverture est que Let a été tué par une attaque surprise de monstres, ils ne peuvent donc pas lui infliger de blessures suspectes. Let essaie désespérément de ramper pour s'enfuir, car il ne veut pas mourir ici, mais avec sa jambe blessée, Guru lui dit qu'il n'a aucune chance de s'échapper. Malgré tout, il continue d'essayer de s'enfuir et, par chance, il parvient à déclencher un piège de téléportation. Le piège l'envoie directement à l'un des étages les plus profonds, où Let est désormais à l'abri des membres de Concorde, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il va survivre. Il est bien conscient de sa faiblesse et sait qu'il est fichu dès qu'un seul monstre apparaîtra. Il essaie d'accepter le fait que c'est la fin, mais il ne comprend pas pourquoi tout cela lui arrive. Au cours des 4 dernières années, tous les membres de Concorde l'ont traité avec respect et gentillesse, mais tout cela s'est avéré être un mensonge. Ils l'utilisaient simplement parce qu'ils pensaient qu'il était un maestro, et lorsqu'ils ont découvert qu'il ne l'était pas, ils ont essayé de le tuer en lui riant au nez. Il refuse catégoriquement de les laisser s'en tirer comme ça. Peu importe la difficulté, il jure qu'il sortira d'ici vivant et qu'il les tuera tous, même si c'est la dernière chose qu'il fera. Cependant, à ce moment précis, Let entend quelque chose s'approcher derrière lui et, à sa grande horreur, il découvre une chimère de niveau 1000 qui le fixe du regard. Même les aventuriers les plus forts n'ont que quelques centaines de niveaux, et il n'a jamais vu un monstre comme celui-ci auparavant, ce qui signifie qu'il a dû être téléporté dans l'une des parties les plus profondes de l'abîme. Alors que le monstre s'approche de lui, il se pisse presque dessus de peur, car il sait qu'il n'a aucune chance de vaincre cette créature. Tout ce qu'il a pour l'instant, c'est son pouvoir gacha, qui n'a jamais vraiment fait ses preuves en matière d'utilité. Il n'a pas d'autre choix, alors il commence à appuyer frénétiquement sur le bouton, espérant que cela le sauvera, et miraculeusement, alors que le monstre se jette sur lui, Saru Gacha se transforme et une fille magnifiquement faite apparaît, détruisant le monstre en un instant. Let est sans voix après ce qu'il vient de voir, alors il reste assis là tandis que la fille s'approche de lui. Elle s'agenouille devant Let et pose sa main sur sa joue pour soigner sa blessure, car elle ne pouvait supporter la vue de telles cicatrices sur son beau corps. Let est stupéfait, car toute la douleur a disparu. La servante l'appelle, maître, et lui demande son nom. Il lui répond qu'il s'appelle Let, et sur le champ, elle jure de le servir avec une loyauté éternelle pour le reste de sa vie. Elle s'appelle Mei, elle est connue sous le nom de servante Everseeking et son niveau est supérieur à 9000. Elle dit qu'elle est une servante ultra rare issue de la compétence gacha de Let, et que son existence même est liée à lui. Mais Let a du mal à comprendre tout cela, car il a toujours pensé que sa compétence gacha était complètement inutile, et qu'il était donc impossible qu'une personne aussi extraordinaire que Mei puisse en sortir. Mei lui demande la permission d'évaluer sa capacité afin de pouvoir déterminer sa véritable nature. Let est surpris d'apprendre que Mei possède une capacité d'évaluation, mais elle lui précise qu'il ne s'agit que d'une de ses nombreuses compétences. Let lui dit qu'elle est libre de l'évaluer, alors elle commence le scan et est vraiment impressionnée par ce qu'elle voit. La compétence gacha de Let comporte des dizaines de couches de protection, de sorte que seules les personnes du niveau de Mei sont capables d'en voir les véritables capacités. D'après ce qu'elle peut en juger, elle peut être utilisée un nombre illimité de fois. Les récompenses qu'elle génère dépendent de la densité de mana environnante et vont des rangs extra et super ultra rares à normal et erreur. Let ne comprend pas vraiment ce dont Mei parle, alors elle lui explique qu'il y a toujours du mana présent dans l'atmosphère, mais que la densité de mana à la surface est assez faible, ce qui réduit à presque zéro les chances de débloquer une récompense utile comme Mei. Cependant, dans les profondeurs d'un donjon comme celui-ci, la densité de mana est incroyablement élevée, donc la probabilité de réussite d'une invocation augmente de manière exponentielle. Mei suppose que Let a dû s'aventurer intentionnellement dans les profondeurs du donjon pour révéler le véritable potentiel de son don, mais cela est loin d'être la vérité. Il est venu ici avec des personnes en qui il pensait pouvoir avoir confiance, mais elles ont toutes fini par le trahir. Elles lui ont lacéré le visage, lui ont tiré dans la jambe et se sont moquées de lui pendant tout ce temps. Tout ce que Let voulait,
C'était offrir une vie meilleure à sa famille, mais ils ont essayé de le tuer simplement parce qu'il est humain. Il se met à crier qu'il ne leur pardonnera jamais tant qu'il vivra, mais Mei prend Lett dans ses bras pour le réconforter, car elle déteste le voir si triste. Elle sait qu'elle ne pourra jamais comprendre la souffrance que Lett a dû ressentir, mais elle sait comment le réconforter. Elle assure à Lett que dès qu'il en donnera l'ordre, elle fera aligner les têtes de ses traîtres sur le sol dans l'heure qui suit, mais il se lève et lui dit qu'elle ne peut pas faire ça. Mei lui dit que des scélérats comme eux ne méritent aucune pitié, mais il ne lui a pas demandé d'attendre parce qu'il pense que les tuer serait une erreur, c'est plutôt parce qu'il veut être celui qui se vengera de ses propres mains. Il est tombé dans leur piège et a failli mourir de leurs mains parce qu'il était trop faible pour se défendre, alors il veut devenir assez fort pour s'assurer que rien de tel ne lui arrive à nouveau. Il sait que cela semble farfelu pour un faible comme lui de dire qu'il veut devenir fort, mais Mei ne pense pas que ce soit impossible. Elle jure que s'il veut devenir assez fort pour se venger lui-même, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela arrive. Nous faisons un bond en avant de 3 ans, et au milieu du donjon abyssal, Lett a utilisé son pouvoir gacha pour bâtir une nation entière et invoquer une armée de serviteurs puissants qu'il adore tellement qu'ils sont prêts à payer cher pour avoir une tasse de l'eau de son bain. Alors que lui et Mei marchent dans les couloirs, elle est vraiment agacée par toutes les fées servantes qui essaient constamment d'attirer l'attention de Lett, mais celui-ci ne voit pas cela comme un problème, car c'est juste un signe de leur dévouement à son égard. Ils se rendent en ville pour saluer le peuple de Lett, et tout le monde ici l'aime et le respecte sincèrement en tant que chef. Quelqu'un mentionne même que les réserves mensuelles de sucreries sont presque épuisées, et Lett promet de se renseigner pour en obtenir davantage. Il pense qu'il s'agit peut-être d'un problème d'approvisionnement, car la ville compte beaucoup plus d'habitants qu'il y a 3 ans, et il devra donc s'adapter pour répondre à la demande accrue. En attendant, Lett demande à Mei si elle sait ce que font les autres serviteurs d'élite qu'il a invoqués. Elle lui répond qu'Aoyuki est occupé à cartographier la zone autour de l'abîme et Kelly est occupé à rechercher de nouveaux sorts pour aider Lett à atteindre ses objectifs. Il est reconnaissant que tout le monde fasse autant pour l'aider, mais Mei n'a rien mentionné à propos de Nazuna, alors il se demande ce qu'elle fait ces derniers temps. Mei explique que Nazuna se contente pour l'instant de patrouiller à l'intérieur du château, mais ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de sécurité supplémentaire à l'intérieur, c'est parce qu'elle est trop bête pour aider à quoi que ce soit qui n'implique pas de combat. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, nous voyons Nazuna se promener joyeusement dans les couloirs sans se soucier de rien, mais tant qu'elle ne cause pas de problème, il la laisse généralement faire ce qu'elle veut. Quant à Lett, c'est l'heure de sa séance d'entraînement quotidienne, il va donc retrouver l'un de ses serviteurs d'élite, Jacques. Même s'il dispose de tous ses puissants subordonnés pour le protéger, il veut quand même être assez fort pour se débrouiller seul, alors il sort souvent s'entraîner avec Jacques, et après 3 ans de cette routine, il est capable de lui tenir tête. De retour au château, Nazuna continue d'errer sans but jusqu'à ce qu'elle tombe par hasard sur quelques servantes chargées du ménage aujourd'hui. Elle leur dit qu'elle est en mission de patrouille très importante, et les servantes lui répondent toutes qu'elle fait du très bon travail, mais elles essaient en réalité de la flatter pour qu'elle leur rende service, et cela fonctionne. Maintenant qu'elle est de bonne humeur, elles lui disent qu'il y a un endroit spécial qu'elles aimeraient qu'elle patrouille pour elle, et Nazuna accepte sans hésiter d'écouter leur demande. Quelques minutes plus tard, Nazuna frappe à la porte de la chambre de Lett, mais à sa grande surprise, c'est Mei qui lui ouvre. Elle demande à Nazuna ce qu'elle fait là, et Nazuna répond fièrement qu'elle est en patrouille, ce qui est techniquement vrai, mais maintenant qu'elle y pense, elle se demande ce que Mei fait dans la chambre de Lett, alors qu'il est censé s'entraîner avec Jacques en ce moment. Mei essaie de trouver une excuse et dit qu'elle était juste en train de nettoyer la chambre de Lett pendant son absence, mais pendant qu'elle parle, Nazuna parvient à se faufiler à l'intérieur, et il est évident que Mei n'était pas vraiment en train de nettoyer. En fait, si Nazuna devait deviner, elle dirait que Mei était en train de se rouler sur le lit de Lett et de renifler son oreiller jusqu'à il y a quelques instants. Mei panique et dit que cela faisait simplement partie de sa technique spéciale pour faire le lit, et Nazuna ne remet pas en question une seule seconde à quel point cela semble stupide, alors elle commence à féliciter Mei pour son excellent travail. En parlant de travail, elle se souvient enfin que les fées domestiques lui ont demandé de transmettre un message à Mei, qui dit en substance qu'elles en ont assez qu'elle monopolise la chambre de Lett tout le temps, car elles veulent aussi renifler, je veux dire, nettoyer ses affaires. Nazuna ne comprend pas vraiment pourquoi elles en font toute une histoire, mais Mei comprend parfaitement le message, alors elle donne une petite récompense à Nazuna pour la remercier de sa peine et la renvoie. Maintenant qu'elle a transmis le message, elle se rend à la pâtisserie pour s'acheter une friandise avec l'argent que Mei lui a donné, puis elle tombe par hasard sur Aoyuki sur l'une des terrasses. Nazuna est surprise de la voir ici, car elle pensait qu'Aoyuki était en mission de surveillance, mais celle-ci se contente de miauler, et Nazuna n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire. Lett est généralement capable de déchiffrer la signification de ces miaulements, mais Nazuna suppose qu'Aoyuki veut qu'elle détruise toute la forêt sans raison. Nazuna le ferait certainement si personne ne la corrigeait, alors Aoyuki est obligé de sortir de son personnage et de parler normalement pour dire à Nazuna qu'elle est juste venue lui remettre une partie de la carte qu'elle a terminée.
Nazuna rit et dit à Aoyuki qu'elle aurait dû le dire dès le début, alors elle prend la carte et part continuer sa patrouille. Sa prochaine étape est la salle du trône, et après s'être assurée qu'il n'y a personne aux alentours, elle commence à serrer le trône de Lett dans ses bras, car elle ne l'a pas vu de toute la journée. Mais alors qu'elle est en train de le faire, elle entend soudain un grand craquement et réalise avec horreur qu'elle vient de casser l'aile d'un des éléments du trône. Elle va avoir de gros ennuis si quelqu'un s'en aperçoit, alors elle le répare frénétiquement juste assez pour qu'il se casse dès que quelqu'un d'autre le touchera, puis elle s'enfuit en courant. Dehors, Lett et Jack ont enfin terminé leur séance d'entraînement, ils décident donc d'arrêter pour aujourd'hui et se rendent au bain pour se détendre. Jack dit à Lett qu'il devient vraiment doué pour contrôler son corps et qu'il n'y a plus beaucoup de gens ici qui sont assez forts pour le suivre. Il en va probablement de même pour les gens à la surface, mais il rappelle à Lett qu'il ne doit pas se laisser aller à l'arrogance, car ils ne savent pas ce qui les attend à la surface. Lett répond qu'il comprend qu'il doit être prêt et promet de ne pas laisser son pouvoir lui monter à la tête afin de ne commettre aucune erreur le moment venu de se venger. Pendant ce temps, Mei a convoqué dans son bureau les 4 fées qui ont remis ce message à Nazuna, et elle ne semble pas contente. Elle leur demande si elles savent pourquoi elle les a convoquées ici aujourd'hui, et elles essaient de feindre l'ignorance, mais Mei leur lit leur lettre mot pour mot, et Nazuna lui a déjà dit que c'était elle qui avait écrit la lettre, elles ne peuvent donc pas se sortir de ce pétrin. Elles reculent toutes et commencent à s'excuser pour ce qu'elles ont écrit, mais elles essaient de minimiser leurs actes en disant qu'elles l'ont fait uniquement par souci pour Mei. Elles disent qu'elles savent qu'elle a été très occupée ces derniers temps, alors elles ont voulu alléger sa charge de travail en prenant en charge le nettoyage de la chambre de Lett à sa place, et peut-être en reniflant 1 ou 2 oreillers pendant qu'elles y étaient, mais là n'est pas la question. Mei est également déçue par le fait qu'elles aient demandé à Nazuna de faire le sale boulot à leur place, car elle aurait peut-être accepté si elles avaient eu le courage de lui transmettre leur message en personne. Elle leur dit que leur demande a été rejetée et que, jusqu'à nouvel ordre, elles seront chargées de nettoyer tout le couloir qui mène à la salle du trône, sans pouvoir utiliser de magie pour accélérer le processus. Les servantes n'arrivent pas à croire que Mei leur ait confié une tâche aussi impossible, car il faudrait une éternité pour nettoyer à la main cet immense couloir, mais Mei ne pense pas que ce soit si difficile. Au contraire, elle dit qu'elle leur rend service, car des personnages de niveau 500 comme elle doivent travailler dur si elles veulent atteindre son niveau. De plus, Mei les informe qu'elle va bientôt se rendre à la surface pour une mission pour Lett, et que les 4 devront donc prendre le relais pendant son absence. Plus tard, les 4 servantes se réunissent dans leur chambre et sont très contrariées par le fait que Mei les punisse pour avoir simplement émis une plainte. Elles trouvent injuste qu'elle soit la seule à pouvoir profiter du parfum de Lett, mais Mei est la plus forte d'entre elles ne peuvent donc pas lui tenir tête. Prime suggère qu'elle pourrait essayer de l'empoisonner, mais Ifumi a déjà vérifié et Mei est immunisée contre toutes les formes de poison, donc cela ne marcherait pas. Elles se résignent toutes à la défaite et se mettent à gémir en disant à quel point elles veulent nettoyer la chambre de Lett et renifler son lit. Ifumi va encore plus loin et dit qu'elle veut utiliser une des fourchettes usagées de Lett, mais comme cela semble bizarre quand elle le dit à voix haute, les autres la traitent de dégénérée et lui disent qu'elle va trop loin. Ifumi se défend en disant que tout le monde ici ferait probablement la même chose s'il en avait l'occasion, et qu'ils ne peuvent pas le nier, donc qu'ils sont en réalité tout aussi mauvais qu'elle. Maintenant qu'ils y réfléchissent, Mei n'est pas beaucoup mieux que puisqu'elle était dans le lit de Lett plus tôt dans la journée, et le fait qu'elle ait été la première que Lett ait invoquée signifie que pendant qui sait combien de temps, elle et Lett étaient seuls dans le donjon, et à ce moment-là, le niveau de Lett était si bas qu'il n'aurait pas pu se défendre contre les monstres, alors il s'est probablement accroché à Mei pendant tout ce temps. Ils deviennent tous fous de jalousie à l'idée que Mei ait pu faire des choses indécentes avec Lett à un moment donné, et Ifumi a la brillante idée de transformer leur énergie jalouse en malédiction. Ils s'assoient donc tous à table et commencent à scander sans cesse pour que Mei meure. Malheureusement pour eux, Mei se tenait devant leur porte pendant tout ce temps et elle a pu entendre chaque mot qu'ils venaient de dire à son sujet, alors elle leur demande s'ils ont quelque chose à dire pour leur défense. Les 4 se recroquevillent derrière la table et commencent à dire à Mei qu'ils ne lui souhaiteraient jamais rien de mal, mais Mei les a clairement entendus prier pour sa mort, alors elle leur demande ce que cela signifiait. Le groupe finit par admettre qu'elles étaient simplement jalouses parce que Mei avait été invoquée en premier et avait ainsi pu passer beaucoup de temps seule avec Lett, mais Mei leur dit qu'il ne s'est rien passé d'indécent entre elle et Lett. Il a fallu environ 3 mois à Lett pour invoquer Aoyuki, et pendant ce temps, Mei était occupée à lui enseigner les arts martiaux et l'histoire du monde, donc aucune débauche n'a eu lieu. Les filles sont soulagées d'entendre cela, mais Mei poursuit en leur disant qu'elle était venue ici à l'origine pour s'excuser de leur avoir infligé une punition si sévère, mais qu'après ce qu'elles viennent de faire, elle pense qu'elle devra peut-être être encore plus sévère qu'auparavant. Elle leur dit qu'elles devront désormais nettoyer toute la salle du trône en plus du couloir. Les 3 filles s'agenouillent aux pieds de Mei et la supplient de reconsidérer sa décision, car elles ne pourront jamais nettoyer la gigantesque salle du trône toutes seules, mais Mei leur répond qu'elle n'aurait pas dû y penser avant de décider de prier pour sa chute. Ils sont contraints de se mettre immédiatement au travail et, à ce rythme, ils devront peut-être travailler toute la nuit pour tout finir, mais alors que Ifumi dépoussière le trône,
l'aile du luminaire cassé tombe et ils se taisent tous en réalisant à quel point ils sont dans le pétrin. Pendant ce temps, Nazuna est allongée dans son lit, sans se soucier de rien. Le lendemain matin, Light sort et rencontre Aoyuki, Nazuna et Ellie devant le portail d'entrée. Nazuna est particulièrement excitée de voir Light, car elle n'a pas pu lui parler du tout hier. Light veut aller droit au but, mais à ce moment-là, un chien de chasse apparaît de nulle part, et même si Light est assez fort pour ne pas être menacé, il se met à trembler de peur en se souvenant du jour où il a failli mourir à cause d'un de ses chiens. Les autres sont furieux qu'un simple chien ose effrayer leur seigneur, alors ils commencent à discuter de plans pour exterminer son espèce. Le chien n'a encore rien fait, mais il comprend qu'un seul faux pas signifierait sa fin, alors il se couche sur le sol et commence à gémir pour sauver sa vie. Light dit aux autres qu'il n'y a pas lieu de s'énerver autant, car il va bien, et il va même caresser le chien pour leur montrer qu'il ne le dérange pas. Il s'excuse auprès du chien de l'avoir effrayé, et s'il n'était pas intervenu, ils auraient en fait exterminé toute son espèce sans hésitation. Il demande à Light s'il y a une raison pour laquelle il leur a donné rendez-vous ici, et il répond que Mei lui a dit que tout était prêt pour la mission, et qu'ils peuvent enfin partir pour assouvir sa vengeance. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, Garou traverse une ville d'hommes-bêtes, et en tant que héros des bêtes, tout le monde ici le flatte. En fait, un type à l'arrière propose même de prostituer sa propre sœur, mais Garou n'est pas intéressé pour le moment. C'est alors qu'il aperçoit un pauvre humain fouillant les poubelles pour trouver quelque chose à manger, et ce gamin était loin de Garou, mais il décide de faire un détour juste pour pouvoir renverser l'enfant au sol et cracher sur son visage pour s'amuser. Ensuite, Garou et son équipe de larbins se dirigent vers une pièce privée afin de commencer à le lécher, figurativement, bien sûr. Ils lui disent qu'ils trouvent incroyable qu'il soit passé d'un pauvre enfant des taudis de bêtes à favori pour devenir le prochain chef. Même le chef actuel du village a reconnu sa puissance, alors il lui demande comment il a réussi à aller aussi loin. Garou se vante en disant qu'il utilise simplement son instinct pour choisir les meilleures missions pour lui-même, comme celle qu'il a prise il y a 3 ans. Il a été bien payé pour faire partie d'un groupe prétendument œuvrant pour l'unification des races, et tout ce qu'il avait à faire était de finir un humain soupçonné d'être un maître. Il n'a jamais vraiment confirmé si Light était mort ou non, mais vu sa faiblesse, il n'avait aucune chance de survivre tout seul là-bas, donc il pense qu'il est préférable d'oublier ce morveux. Cependant, un moment plus tard, Mei entre dans la pièce et s'enquiert de Light. Les larbins de Garou crient qu'elle n'a pas le droit de lui parler ainsi, mais Garou dit que ce n'est pas grave car il aimerait savoir de quoi elle veut lui parler. Mei explique qu'elle est une servante au service de Lord Light, et elle invente une histoire, affirmant que Light est de sang noble et qu'elle l'a cherché partout sur le continent. Garou est sceptique puisque les personnes qui l'ont engagé pour cette mission ont fait une vérification approfondie des antécédents de Light, et Light lui-même n'a jamais rien mentionné concernant une quelconque noblesse. Mais Mei ressemble définitivement à une servante de riche noble, donc il voit là une bonne opportunité de se faire de l'argent. Il lui demande ce qu'elle lui veut, alors Mei dit qu'elle a récemment découvert que Light serait apparemment mort dans le donjon il y a 3 ans, et elle aimerait que Garou la conduise à son dernier emplacement connu pour qu'elle puisse lui rendre hommage. Elle propose même de le payer en or massif pour sa peine, mais les sens de Garou l'avertissent que toute cette histoire est un piège. Cela lui semble bien trop louche qu'elle soit prête à payer autant juste pour qu'il la guide dans le donjon. Cependant, puisque Mei a l'air d'une femme humaine ordinaire, Garou chasse ses inquiétudes car il est impossible qu'un humain puisse le battre. Il accepte de la conduire au dernier emplacement connu de Light, mais il dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent, il fait ça parce que Light était un bon ami à lui, et il veut aider de toutes les manières possibles. Mei sait que tout ce qu'il vient de dire est complètement bidon, mais elle doit rester dans son rôle, alors elle le remercie. 1 mois plus tard, le groupe approche de l'endroit où Light a disparu. Cependant, Garou n'a pas l'intention de respecter les termes de l'accord, donc dès qu'ils arriveront sur place, il prévoit d'attaquer Mei et de la laisser mourir de la même manière que Light. Une fois arrivé à l'endroit, Mei tombe à genoux, désespérée à l'idée de l'impuissance que Light a dû ressentir à ce moment-là. Pendant ce temps, Garou tente de monter une histoire comme quoi Light s'est fait attaquer par un monstre et est tombé dans un piège de téléportation avant que quiconque puisse le sauver. Mais pendant qu'il parle, plusieurs de ses hommes commencent à bloquer la sortie pour que Mei ne puisse pas s'échapper une fois qu'ils attaqueront. Ils sont sur le point de lui sauter dessus, mais Mei dit soudain que si seulement elle avait été avec Light depuis le début, il n'aurait pas été trompé et trahi par de si viles raclures. Dès qu'il l'entend dire cela, Garou panique et recule car personne à part les autres membres du groupe et les supérieurs ne sait ce qui s'est vraiment passé ici. Il exige de savoir comment elle a découvert cela et l'accuse d'être un espion d'une des autres races. Mais Mei se sent insultée par cette déclaration, elle est et sera toujours une servante dédiée à servir Lord Light de tout son être, et que Garou suggère qu'elle est autre chose est un crime punissable de mort. Garou sent une pression terrifiante émaner de Mei, et même si elle n'est qu'une humaine, son instinct lui dit de fuir cet endroit immédiatement. Cependant, alors que Mei était sur le point de perdre son calme et de tapisser le mur de sang d'homme-bête, Light apparaît et lui dit d'arrêter parce que Garou est sa proie à lui. Garou et ses hommes sont stupéfaits, aucun d'eux n'avait entendu Light approcher.
Garou n'en croyait pas ses yeux, il n'avait même pas envisagé la possibilité que Light ait pu survivre. Light dit négligemment qu'il est de retour pour se venger, mais Garou commence à rire car il trouve hilarant qu'un humain de niveau 15 comme Light pense être assez fort pour se venger de quelqu'un comme lui qui est niveau 150. Garou ne sait pas comment Light a réussi à aller aussi loin, mais il est sûr que s'il tue Light et rapporte sa tête maintenant, il sera promu chef en un rien de temps. Light soupire et lui demande s'il ne va vraiment pas lui demander comment il a réussi à survivre avant de recourir à la violence, mais Garou suppose simplement que Light a eu de la chance et a été sauvé par Mei après avoir été téléporté, ce qui est en fait exactement ce qui s'est passé. Garou ordonne à ses hommes d'attaquer Light, alors deux se précipitent immédiatement pour frapper. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher trop, leurs têtes sont soudainement séparées de leur corps par Mei. Les hommes restants de Garou ne peuvent même pas suivre les mouvements de Mei, alors ils commencent à paniquer, mais Garou leur dit de se calmer car il est sûr que ce n'était qu'un coup de chance. Pendant ce temps, Light remercie Mei d'avoir pris l'initiative de le protéger, mais il dit qu'il peut se débrouiller tout seul à partir de maintenant, donc il veut juste qu'elle garde la sortie et s'assure que personne ne parte. Garou dit à ses hommes qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter car ils ne peuvent pas perdre face à une paire d'humains inférieurs, mais Light commence à en avoir marre d'entendre Garou continuer à dire à quel point il est meilleur que les humains alors qu'en réalité, c'est lui le faible ici. Garou n'y croit pas une seule seconde car il est bien connu que tous les humains sont faibles et ont peu de mana comparé aux autres races, donc il ne pourrait jamais être plus fort que lui. Si c'est ce qu'il croit vraiment, alors Light lui demande pourquoi deux de ses hommes ont la tête qui roule par terre s'ils sont tous plus forts que lui, mais Garou rejette cela en disant que c'est une erreur d'inattention. Lui et ses sbires sautent alors sur Light, qui ferme calmement les yeux et leur donne une leçon tout en levant à peine un doigt. Garou tombe au sol, les yeux exorbités, car il vient de recevoir un coup plus dur que jamais auparavant, et il n'a même pas pu le voir venir. Light se tient au-dessus de lui et lui demande si c'est vraiment le meilleur que lui et sa soi-disant race supérieure puissent accomplir, mais Garou ne supporte pas que Light le regarde de haut, alors il décide d'utiliser son atout maître et fracasse un collier au sol, invoquant un Fenrir de niveau 500 pour s'occuper de Light à sa place. Il crie fièrement que c'est la fin du chemin pour Light, mais Light lui dit que le niveau 500 est encore bien trop faible pour être un défi pour lui. Garou pense que Light a dû devenir fou de peur, il est impossible qu'il puisse vaincre un Fenrir tout seul. Il lui dit de s'agenouiller et de supplier s'il veut une mort sans douleur. Light voit que la différence de puissance n'a pas encore été comprise, alors il pose son bâton et dit à Garou qu'il ne bougera pas de cet endroit, donc il est libre de le frapper avec sa meilleure attaque. Garou est toujours convaincu que Light doit bluffer, alors il charge le souffle de la bête hurlante de son Fenrir et frappe Light avec assez d'énergie pour vaporiser une petite forteresse. Cependant, quand la poussière retombe, Light est toujours debout, indemne et immobile. Il trouve un peu gênant que Garou se soit vanté à propos d'une attaque qui n'a presque rien fait. Il trouve aussi bizarre que Garou continue d'appeler son invocation un Fenrir alors qu'il est à peine assez fort pour être classé comme un bébé Fenrir. Il sort alors une carte d'invocation et dit qu'il va montrer à Garou à quoi ressemble un vrai Fenrir, juste avant d'invoquer un dieu loup. C'est un Fenrir de niveau 9000 qui dépasse tout ce que Garou a jamais vu de sa vie, et après que Light lui ait ordonné de s'occuper de l'invocation de Garou, il souffle littéralement un peu d'air en direction du loup de Garou qui se retrouve soudainement gelé dans un bloc de glace. Voir Light sortir négligemment un loup capable de surpasser sans difficulté son invocation fait enfin réaliser à Garou à quel point il est foutu, mais Light lui dit que le dieu loup n'était que pour la démonstration car il aurait pu s'occuper de l'invocation de Garou tout seul s'il l'avait voulu. Pour rendre la différence de force absolument claire, Light active son écran de statut pour montrer à Garou qu'il est actuellement niveau 9999. Garou est maintenant absolument terrifié car il ne savait même pas que les niveaux pouvaient monter si haut, et il commence à penser que Light est un imposteur. Mais peu importe que ce soit le vrai Light ou non, car il va certainement le tuer vu la tournure des événements. Il jette ses armes et sa fierté et commence à supplier Light d'épargner sa vie. Il dit qu'il ne faisait que suivre les ordres de son pays et qu'il ne l'aurait jamais trahi autrement. Il lève les yeux, espérant que Light aura pitié de lui, mais avant tout cela, Light dit qu'il a quelques questions pour Garou. Premièrement, il l'interroge sur les maîtres que ses supérieurs lui ont demandé de trouver, mais Garou dit qu'il ne sait pas réellement ce que c'est. Light lui demande alors pourquoi ces mêmes supérieurs ont ordonné à Garou et aux autres de le tuer après avoir confirmé que Light n'était pas un maître, mais Garou n'a vraiment aucune information, il a juste obéi aux ordres. Light demande alors au reste des hommes bêtes s'ils savent quelque chose sur les maîtres, et ils mentent tous en disant que oui, espérant que Light les épargnera. Mais à l'instant suivant, Mei les tranche tous en morceaux pour avoir osé énoncer des mensonges devant leur Light. Light se retourne alors vers Garou et dit qu'il a une dernière question à poser, mais au cas où il penserait à mentir, il devrait savoir que l'œil du jugement de Mei peut dire s'il est honnête ou non, et il n'aimera pas ce qui se passe si elle découvre qu'il ment. Puisque l'intuition de Garou est si aiguisée, Light lui demande s'il pense qu'il serait possible de gagner une guerre contre les nations de la surface telle qu'il est maintenant. Garou hésite et déglutit, mais il finit par dire à Light que sa force incroyable lui donnerait certainement un avantage au début de la bataille, mais qu'il finirait par perdre. Il n'est toujours qu'une seule personne,
Donc gagner une guerre entière contre des nations qui ont d'innombrables soldats, armes et objets à leur disposition serait pratiquement impossible. Garou pense que Light sera contrarié par la réponse qu'il vient de donner, mais Light peut dire que Garou disait la vérité, et il s'y attendait déjà. Cependant, il dit qu'il a quelque chose à montrer à Garou, alors il sort une carte de téléportation et transporte Garou et Mei jusqu'à la salle du trône. Garou se couvre la tête de peur car il ne sait pas ce que Light a prévu pour lui, mais quand il ouvre les yeux, il reste sans voix en voyant l'armée de Light dans toute sa gloire. Light marche jusqu'à son trône, et une fois là, il demande à tous ses subordonnés d'afficher leur niveau pour que Garou puisse voir à quel point ils sont puissants. Horrifié, Garou découvre que la plupart de l'armée de Light est au-dessus du niveau 5000, et même les plus faibles sont encore niveau 1500. Maintenant que Garou a vu sa véritable puissance militaire, Light lui demande s'il serait possible de gagner une guerre contre la surface avec une armée comme celle-ci, et l'expression sur son visage en dit long à Light. Maintenant qu'il a confirmé qu'il peut gagner, en récompense, Light dit qu'il va pardonner à Garou pour toute la douleur qu'il a causée à l'époque. Light dit qu'il va infliger à Garou une souffrance constante qui le fera supplier la mort, et Garou sait qu'il ne peut rien y faire car à ce stade, Light pourrait tout aussi bien être un dieu de la destruction. Le lendemain, Light retourna dans son village natal pour retrouver sa famille et l'emmener dans sa cité souterraine, mais malheureusement, à leur arrivée, il ne trouva qu'un tas de décombres et de chair en décomposition. Apparemment, le village avait été détruit environ 6 mois auparavant par des forces inconnues, et personne n'avait été épargné. Light fouilla le village à la recherche de cadavres afin de pouvoir leur offrir des funérailles dignes, et à son grand soulagement, il ne trouva aucun corps appartenant à ses frères et sœurs. Il en conclut donc qu'il devait être encore en vie quelque part. Cependant, ses parents n'eurent pas cette chance. Gold demanda à Light s'il allait bien, car cela devait être très difficile à accepter pour lui, mais il répondit qu'il allait bien. Pour l'instant, ils doivent se concentrer sur la mission qui les attend, et ils demandent donc à Gold et Nemunu de l'aider à rassembler autant d'informations que possible. Même s'ils savent désormais que leur armée est assez forte pour affronter les forces mondiales, il serait imprudent de se lancer immédiatement dans la guerre. Ils souhaitent donc en savoir plus sur la puissance de chaque nation. De plus, il est presque certain que la destruction de sa ville natale est liée au fait qu'il était soupçonné d'être un maître, il veut donc découvrir ce qu'est un maître et pourquoi cela vaut la peine de verser autant de sang. S'il découvre qu'il s'agit simplement d'une bande de riches salauds avides de pouvoir, il jure qu'il réduira le monde en cendres et qu'il forcera les responsables à avaler ses cendres. Gold comprend pourquoi Light est si en colère, mais il lui recommande de contrôler sa rage lorsqu'ils sont en présence d'autres personnes, car l'énergie qu'il dégage pourrait tuer instantanément une personne normale. Light s'excuse pour son écart et sort un objet appelé « Masque du Fou », afin de réprimer son énergie et de cacher son identité. Il fait ensuite ses adieux aux tombes de ses parents et s'excuse de ne pas avoir pu les sauver. Lui, Nemunu et Gold s'envolent alors vers la ville de Daga, mais Nemunu est curieuse, car elle ne sait pas ce que Light compte faire une fois qu'ils seront arrivés. À ce moment-là, Gold dit à Nemunu qu'elle doit faire attention à la façon dont elle s'adresse à leur seigneur lorsqu'ils sont à la surface, et Light lui explique que le fait de l'appeler par son vrai nom alerterait les personnes derrière, Conquet. Il prévoit donc d'utiliser le nom, Dark, pendant leur mission. Nemunu dit qu'elle comprend, et quant à ce que Light prévoit de faire à Daga, il lui dit qu'il va s'inscrire comme aventurier sous le nom de Dark, et qu'à mesure qu'il gravira les échelons, il pourra recueillir de plus en plus d'informations auprès des gros bonnets de la guilde. Au bout d'un moment, Nemunu aperçoit la ville de Daga à l'horizon, et comme ils ne veulent pas attirer trop l'attention en arrivant par les airs, Light suggère d'atterrir dans la forêt et de finir le trajet à pied. Cependant, avec la magnifique armure de Gold, ils vont forcément se faire remarquer. Alors que les 3 compagnons traversent la forêt, ils tombent sur un marchand humain en train de se faire voler par un groupe de nains. Ils auraient préféré rester cachés jusqu'à leur arrivée en ville, mais l'armure de Gold est dotée d'animations scintillantes intégrées, et les bandits le remarquent immédiatement. Ils essaient alors de le voler lui aussi, mais cela ne se passe pas très bien pour eux, et les nains se retrouvent tous ligotés au milieu de la route. Les 2 humains sont extrêmement reconnaissants d'avoir été sauvés, et ils proposent à Light et aux autres de les conduire en ville en signe de gratitude. En chemin, le fils de l'homme raconte à quel point Gold est incroyable, car il n'avait jamais vu quelqu'un vaincre des nains aussi facilement auparavant. L'homme suppose qu'ils doivent être un groupe d'aventuriers célèbres, mais Light lui répond qu'ils ne sont en fait même pas encore enregistrés. L'homme est choqué d'entendre cela, mais il leur dit que s'ils veulent vraiment s'enregistrer comme aventuriers, Daga est l'endroit idéal, car c'est l'une des plus grandes guildes de la région, et elle se trouve juste à la frontière entre les royaumes des elfes, des nains et des humains. Un nombre important d'humains s'y rassemble, ce qui en fait l'une des villes les plus accueillantes pour l'humanité. Il a même réussi à y ouvrir un hôtel humain assez prospère, et il invite Light et les autres à y séjourner s'ils ont besoin d'un endroit où loger. Peu après, ils arrivent à Daga, et Light et les autres demandent à Cornell de les déposer à l'entrée de la ville, car ils veulent faire le reste du chemin à pied. Pour Gold et Nemunu, c'est la première fois qu'ils voient une ville en surface, et ils remarquent qu'il y a beaucoup de magasins qui vendent des armures et des armes,
mais Light leur explique que c'est simplement parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers ici. Sans oublier que le royaume des nains est tout proche et que ces derniers sont spécialisés dans la forge, il est donc normal qu'ils vendent leurs produits ici. Une fois le groupe arrivé à la guilde, Nemunu remarque que tous les humains semblent se disperser dès qu'une personne d'une autre race passe à proximité, et Light en déduit que les humains sont également maltraités dans la ville, même si cela n'est pas immédiatement évident. Il se dirige vers la réception pour s'inscrire et, comme d'habitude, il doit commencer au rang F. Light va donc devoir accomplir quelques quêtes pour augmenter son rang plus tard, mais avant cela, ils doivent trouver un endroit où séjourner. Light se souvient que Cornell a mentionné qu'il possédait un hôtel, alors lui et les autres décident de s'y rendre. Cornell est surpris de revoir Light et lui demande ce qu'il peut faire pour lui. Light lui répond qu'il a une demande spéciale à lui faire. Il dit à Cornell qu'il aimerait louer tout le dernier étage de ce bâtiment et que personne, pas même le personnel de Cornell, ne doit y entrer sous aucun prétexte. En guise de paiement, il pose un sac rempli de pièces d'or sur la table, et Cornell reste sans voix, ne sachant que dire. Light dit qu'il peut payer plus si cela ne suffit pas, mais Cornell lui répond que c'est déjà 10 fois plus que nécessaire. Il dit qu'il ne peut pas accepter une telle somme de la part de l'homme qui lui a sauvé la vie plus tôt, mais Light insiste, alors Cornell finit par accepter cette offre généreuse et dit qu'il préparera les chambres dès que possible. Peu après, Light et les autres montent à l'étage, et il sort quelques cartes de sortilège bloquant la perception et les jette sur la pièce pour s'assurer que personne ne pourra les écouter. Il peut enfin se détendre sans avoir à s'inquiéter que quelqu'un l'espionne, alors il tire une chaise et s'assoit pour se reposer. Pendant que Light est assis, Nemunu prend la parole et lui dit que même si elle est consciente qu'il est très puissant et qu'il a choisi de devenir aventurier ici pour recueillir des informations, il y a toujours un risque qu'il soit blessé à la surface, et qu'elle pense donc qu'il serait plus sûr pour Light de retourner dans la cité souterraine et de les laisser s'occuper des choses ici tout seul. Light est quelqu'un de gentil, mais ce que Nemunu vient de suggérer revient en gros à essayer de l'écarter de son propre plan de vengeance, ce qui le met extrêmement en colère, car elle dit en substance qu'elle le trouve trop incompétent pour y parvenir. Nemunu se rend immédiatement compte qu'elle a fait une gaffe, alors elle supplie Light de lui pardonner son insolence, mais il est trop tard. Il semble prêt à tuer Nemunu pour ce qu'elle a dit, et Gold sent que la tension monte, alors il rit et dit à Light que Nemunu ne comprend tout simplement pas l'attrait de la vengeance. Il lui explique que Light veut se venger de ses propres mains, sans intermédiaire, et que c'est une noble cause à laquelle il faut tendre. En entendant les plaisanteries légères de Gold, Light se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin, alors il se calme et s'excuse auprès de Nemunu d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus, car il sait qu'elle n'a dit cela que par souci pour sa sécurité. Mais Nemunu reconnaît que c'est de sa faute si elle a dépassé les bornes avec ses commentaires, alors elle le supplie de lui permettre de lui jurer à nouveau allégeance. Light ne pense vraiment pas que ce soit nécessaire, mais il accepte quand même de la laisser faire. Nemunu soulève alors doucement son pied et l'embrasse. Dans ce monde, un baiser sur le pied est la plus grande marque de respect que l'on puisse témoigner à un chef, mais Light n'a jamais vraiment apprécié cette coutume, surtout qu'il trouvait très gênant que tous ses subordonnés lui baisent les pieds les uns après les autres lorsqu'il les a convoqués pour la première fois. Même Gold reconnaît que c'est un peu bizarre, d'autant plus que Nemunu semble y prendre beaucoup trop de plaisir. Le lendemain matin, Light et les autres se dirigent vers le donjon, et alors qu'ils traversent la ville, beaucoup de gens commencent à les dévisager, car Gold est plus bling bling qu'un rappeur de SoundCloud et Nemunu est vraiment très joli. Quant à Light, la seule chose qu'il trouve à dire, c'est qu'il a l'air bizarre avec ce masque, mais comme cela correspond bien à son personnage sombre, cela ne le dérange pas. Il y a une longue file d'attente pour entrer dans le donjon, mais Gold remarque qu'il ne semble y avoir aucun elfe. Light lui explique que c'est parce que les elfes et les nains sont actuellement en conflit pour savoir à qui appartient ce donjon, et qu'ils ont donc tendance à s'éviter. Nemunu félicite Light d'avoir toujours la réponse parfaite à toutes les questions, et il apprécie le compliment, mais il lui demande si elle a vraiment besoin de se tenir si près de lui tout le temps, car sa poitrine lui écrase l'arrière de la tête. Elle lui répond que son travail consiste à assurer sa sécurité à tout moment, et qu'elle doit donc être aussi proche que possible de lui. Avant que Light n'ait le temps de protester, il remarque que 3 personnes ont doublé la file d'attente. Le plus petit est probablement un serviteur, et le deuxième semble être quelqu'un ayant reçu un entraînement modéré, mais quant au type devant, Light peut voir que tous ses mouvements sont vifs et précis, même avec l'arme encombrante qu'il porte sur le dos. C'est sans aucun doute un combattant chevronné, et quelques-uns des autres humains ont trop peur pour l'affronter, car il risquerait d'être abattu pour avoir osé lui parler. Cependant, Light n'a pas à s'inquiéter de cela, alors il affronte l'elfe et lui dit qu'il est impoli de passer devant tout le monde comme ça. L'elfe se met en colère lorsqu'il se rend compte qu'un humain ose lui parler, alors il saisit son épée, mais l'aîné qui l'accompagne lui dit que cela ne vaut pas la peine de faire tout ce tapage pour une chose pareille, alors le guerrier accepte de retourner à la fin de la file d'attente. Cependant, en passant devant Light, il l'avertit qu'il fera en sorte qu'il regrette de lui avoir manqué de respect. Une fois l'elfe parti, les autres humains dans la file félicitent Light d'avoir tenu tête à ce tyran, et les enfants de tout à l'heure viennent le remercier personnellement,
car il n'avait pas eu le courage de le faire. Light leur dit qu'il n'y a pas lieu de le remercier, car il n'a agi que dans son propre intérêt, mais ils lui sont tout de même reconnaissants. À ce moment-là, l'un des enfants prend la parole et demande à Gold si son armure est vraiment en or, car tout le monde ici est curieux, mais avant que Gold ne puisse répondre, Nemumu leur dit qu'aucune partie de l'armure de Gold n'est en réalité en or, sinon elle serait trop fragile pour offrir une quelconque protection. L'enfant s'apprête alors à demander si Gold la porte uniquement pour attirer l'attention, mais ses amis l'en empêchent, car ce serait une question impolie. Cependant, Gold explique qu'il la porte effectivement pour attirer l'attention, car il n'y a pas de meilleure couleur pour représenter l'exemple brillant qu'il donne en tant que chevalier. Les enfants demandent à Light et aux autres si c'est la première fois qu'ils se rendent dans le donjon, et Light le confirme, mais il leur demande comment ils l'ont deviné. Les enfants expliquent que cet étage est assez vaste, donc les aventuriers doivent souvent camper à l'intérieur, mais le groupe de Light n'a pas apporté de matériel de camping, ils en ont donc déduit qu'ils n'étaient jamais venus ici auparavant. À ce moment-là, le garde appelle le groupe suivant à entrer, alors les enfants disent au revoir et courent ensemble dans le donjon. Pendant ce temps, Light et les autres se demandent s'ils devraient commencer à transporter de faux bagages, car même s'ils ont tout ce dont ils ont besoin dans une boîte à objets, ils ne voudraient pas que les gens les prennent pour des débutants. Peu de temps après, c'est leur tour d'entrer dans le donjon, et c'est la première fois que Light pénètre dans un donjon autre que l'abîme. Les donjons sont remplis de mana qui devient plus puissant à mesure que l'on s'enfonce dans leur profondeur, ce qui conduit souvent à la création de monstres et de pièges. L'intérieur d'un donjon est donc pratiquement un monde à part entière. Une fois arrivé au premier étage, Light jette un sort de dissimulation sur tout le groupe afin que les ennemis ne puissent pas les repérer, puis ils s'envolent tous vers le deuxième étage. Pendant ce temps, l'elfe de tout à l'heure est occupé à passer sa colère sur un groupe d'orques, car il n'arrive pas à croire qu'un humain ait osé lui parler de cette manière. Il s'appelle Quito et prétend être un héros légendaire du royaume des elfes, avec le sang d'un maître coulant dans ses veines, ce qui lui vaut le respect. Il affirme que cela ne serait jamais arrivé si son niveau n'était pas si bas, mais Yanni lui répond qu'un niveau de 1005 cents est déjà bien supérieur au niveau maximum habituel pour les elfes. Quito rétorque que cela ne suffit pas, car il a besoin d'une puissance suffisante pour anéantir tous les imbéciles qui se sont moqués de lui. Yanni lui dit qu'il le comprend, car lui aussi veut se venger des idiots qui ont refusé de reconnaître ses recherches et l'ont exilé, et qu'il serait donc ravi d'utiliser ses recherches pour aider Quito à monter encore plus de niveau. Pendant ce temps, Light et les autres sont déjà arrivés au troisième étage et viennent de venir à bout d'une grande horde d'orques. Light suggère qu'ils devraient commencer à rentrer maintenant, car ils ont déjà obtenu suffisamment de preuves pour la guilde, et ce combat l'a laissé assez sale, il veut donc prendre un bain. Dès que Nemumu entend cela, elle propose de laver chaque centimètre carré du corps de Light à leur retour, mais il ne répond pas. Sur le chemin du retour, Light et les autres croisent les enfants qu'ils ont rencontrés plus tôt, ils descendent donc pour les rejoindre, mais soudain, ils entendent beaucoup de bruit provenant de la forêt, et des dizaines de loups en sortent en courant. Les enfants disent à Light qu'ils doivent battre en retraite car ils ne pourront pas combattre les loups, mais Light leur répond qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour les loups, car une menace encore plus grande les attend, une mante géante à 4 pattes. Les enfants n'en croient pas leurs yeux, car l'espèce des monstres mantes était censée avoir été exterminée il y a 10 ans, et ils ne peuvent en aucun cas s'en occuper seuls. Le chef demande à Mia d'essayer de frapper la mante avec un peu de magie pour la distraire, mais il sait que cela ne suffira pas. Il se tourne donc désespérément vers Let et les autres et leur demande de l'aider à désorienter le monstre afin qu'ils puissent tous s'échapper ensemble. Cependant, après avoir entendu que les enfants prévoyaient de battre en retraite, Let leur demande si cela signifie qu'ils ne verront pas d'inconvénient à ce qu'il s'en charge lui-même. Les enfants pensent qu'il est fou, car une mante comme celle-ci doit être au moins de niveau 500, mais Let leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car lui et ses amis sont tout à fait capables de s'en occuper. Gold s'avance pour lui asséner le premier coup, et à sa grande surprise, la mante est capable de bloquer plusieurs de ses attaques sans subir beaucoup de dégâts, ses griffes doivent donc être plus solides qu'il ne le pensait. Let décide de passer à l'action et lance une flèche enflammée directement sur la mante, mais avant qu'elle ne l'atteigne, celle-ci la part et la renvoie directement sur Let. En voyant cela, les enfants pensent que Let et les autres sont en difficulté, alors ils demandent à Mia de se dépêcher de lancer son sort d'attaque, mais elle est bien trop excitée par ce que Let vient de faire pour se concentrer. Il vient d'utiliser un sort de combat sans avoir à prononcer d'incantation, et elle ne savait même pas que c'était possible. Les autres ne connaissent pas grand-chose à la magie, ils ne peuvent donc pas juger de ce qui est impressionnant ou non. Cependant, Gold leur dit qu'il ferait mieux de rester en retrait et, en prime, il leur promet de leur donner une petite leçon sur ce que signifie être chevalier. Il leur explique notamment qu'un bouclier ne sert pas uniquement à se défendre. Alors que la mante religieuse l'attaque, il se retourne et part parfaitement son attaque, brisant la pince de la mante au passage. Il leur explique ensuite qu'un chevalier ne doit jamais manquer une occasion de frapper. Alors que la mante est encore sous le choc de la perte de sa griffe, Gold se précipite derrière elle et lui coupe une patte. Let intervient alors avec d'autres flèches enflammées, mais cette fois-ci,
lorsque la menthe les dévie, les flèches changent simplement de trajectoire et lui transpercent le dos. Lett a pris le contrôle des flèches, donc désormais, quoi que fasse la menthe, elles atteindront toujours leur cible. Tous les membres de la menthe finissent par être arrachés, et elle réalise qu'elle n'a aucune chance de vaincre Lett, alors elle s'enfuit vers la forêt. Lett est surpris qu'elle soit assez intelligente pour décider de battre en retraite, mais il ne va pas la laisser s'échapper après tout ça. Il lance un mur de feu devant la menthe pour l'empêcher d'atteindre la forêt, et Mia est complètement bouleversée, car elle n'a jamais vu personne utiliser une magie tactique aussi étendue et instantanée. La menthe n'a plus nulle part où aller, mais elle a toujours ses ailes, alors elle s'envole dans le ciel pour tenter une dernière fois de s'échapper. Cependant, avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Nemunu saute à sa poursuite et la découpe en morceaux dans les airs. Après son retour au sol, Gold lui dit qu'elle a fait une erreur, ce qui l'énerve car elle pensait avoir fait exactement ce que Lett voulait en détruisant la menthe, mais Gold lui fait remarquer qu'elle a également détruit toutes les parties de valeur, et qu'il leur est désormais impossible de vendre quoi que ce soit à leur retour en ville. Nemunu réalise rapidement qu'elle a vraiment tout gâché, alors elle commence immédiatement à supplier Lett de lui pardonner, mais il lui dit que ce n'est pas grave. Pendant ce temps, les enfants se tiennent tous à l'écart, se demandant s'ils ont vraiment vu un humain vaincre une menthe quadrisite ou s'ils ont tout halluciné. Quelques minutes plus tard, en fouillant dans la bave de la menthe, les enfants trouvent par hasard sa gemme magique, qui, par chance, est encore intacte. Lett pourra donc la présenter comme preuve de son exploit. Mais avant qu'il ne parte, l'un des enfants s'approche de lui et lui demande s'il fait partie d'un célèbre groupe d'aventuriers ou quelque chose du genre, car il semble bien trop fort pour être un débutant. Cependant, Lett leur apprend qu'ils sont tous effectivement classés F, et les enfants ne savent plus quoi croire. Maintenant que le combat est terminé, Mia utilise sa magie pour créer une boule d'eau et propose à Lett de l'utiliser pour se laver et se débarrasser de la substance visqueuse de la menthe. Lett lui est reconnaissant d'utiliser son précieux mana pour lui permettre de se laver, mais elle répond que c'est le moins qu'elle puisse faire. Comme il se fait tard, le chef demande à Lett et aux autres s'ils souhaitent camper avec eux pour la nuit, en partie parce qu'il est dangereux de se promener une fois la nuit tombée, mais aussi parce que Mia souhaite vraiment parler de magie avec Lett. Comme cela ne présente aucun danger, Lett accepte de rester. Pendant que le groupe mange, Mia pose toutes sortes de questions à Lett sur son passé, mais comme il ne peut pas vraiment lui révéler ses plans, il invente une fausse histoire et dit que ses deux parents étaient de puissants mages, ce qui explique pourquoi il est si doué pour lancer des sorts sans incantation. Cela semble logique pour Mia, mais son frère dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi c'est si impressionnant. Après l'avoir entendu dire cela, elle se lance dans une longue tirade sur l'incroyable magie de Lett. Il existe 3 grandes catégories de magie, la magie de combat, qui peut être utilisée sur une seule cible, la magie tactique, qui affecte une large zone, comme le pare-feu utilisé précédemment par Lett, et enfin, la magie stratégique, qui a le potentiel d'affecter le monde à l'échelle globale. Elle permet notamment de créer des tremblements de terre ou des chutes de météorites, mais nécessite généralement qu'un groupe de mages d'élite réunissent leur mana et récitent des incantations pour y parvenir. Pour les autres races, lancer des sorts avancés est facile, mais les humains, en revanche, sont rarement capables d'accomplir une telle chose. C'est pourquoi elle était si étonnée qu'un humain comme Lett puisse réaliser un tel exploit. Le frère de Mia ne comprend toujours pas grand-chose à la magie, mais d'après ce que Mia lui a dit, il se rend compte que Lett doit être vraiment incroyable. Cependant, il dit à Mia de se féliciter elle aussi, car sa magie était suffisamment bonne pour lui valoir d'être recommandée à l'Académie de magie par le Dachi. Cela attire l'attention de Lett, qui demande s'ils font référence à celle qui est en charge de la nation formée conjointement par les 9 races, la principauté des 9. Mia le confirme, et Gold reconnaît qu'elle doit être une magicienne talentueuse pour avoir été reconnue par la principauté. Le frère de Mia est d'accord, mais malheureusement, leurs 2 parents sont morts d'une épidémie, elle n'a donc pas pu se permettre d'aller à l'académie, et ils ont été obligés de créer un groupe d'aventuriers avec 2 de leurs amis d'enfance, Jinra et Wardy, juste pour pouvoir survivre. À l'heure actuelle, leur objectif est de gagner suffisamment d'argent en explorant des donjons pour envoyer Mia à l'académie, mais Mia dit qu'elle est heureuse de passer du temps avec eux, et qu'ils n'ont donc pas besoin de se surmener pour elle. Son frère lui assure qu'il ne fera rien d'imprudent, et voir Mia et son frère parler ainsi rappelle beaucoup à Lett le temps qu'il passait avec sa petite sœur. À ce moment-là, Mia et son frère demandent à Lett pourquoi il a décidé de devenir aventurier. Il invente alors une histoire et leur raconte que ses parents sont morts dans un incendie et qu'il a été gravement brûlé, et qu'il cherche donc une potion magique pour se soigner. Cela semble vraiment difficile, et personne ne sait plus quoi dire. Jinra n'aime pas cette tension, alors il se lève et demande si Gold et Nemunu sortent ensemble. Nemunu se met immédiatement sur la défensive et répond qu'elle ne sortirait jamais avec quelqu'un comme Gold, tandis que Gold, beaucoup plus calme, dit qu'il n'est pas intéressé par une femme aussi immature que Nemunu. Pendant que les deux se disputent, ailleurs dans le donjon, Kito est occupé à tuer des orques afin d'obtenir les échantillons dont Yanni a besoin pour son expérience visant à dépasser les limites imposées à chaque race. Maintenant qu'il a suffisamment de matériel magique,
Il dit que tout ce dont il a besoin, c'est d'un cobaye humain, et Quito sait exactement qui il veut traquer pour l'expérience. Quelque temps plus tard, Lett se rend à la guilde pour échanger sa dernière récolte de pierres magiques. Une foule importante se forme autour de lui, car personne n'a jamais vu quelqu'un revenir avec autant de gemmes magiques. Après avoir vaincu la menthe, Lett et les autres se sont fait un nom dans la ville, et les gens appellent désormais leur groupe Black Matley. Les réceptionnistes ont commencé à les traiter beaucoup mieux ces derniers temps, et Lett est heureux de recevoir toute cette attention, car c'était son objectif depuis le début. Alors que lui et les autres se dirigent vers le donjon, un homme sur la route l'interpelle soudainement, et Némumu se met immédiatement sur la défensive, mais l'homme dit qu'il ne cherche pas à causer des problèmes. Il dit s'appeler Sullivan et que son ami est Gilbert. Ils ont entendu dire que Lett et son groupe avaient réussi à vaincre une menthe quadrisite et à atteindre le 5e étage, alors quand il l'a vu passer, il a tenu à lui parler. À ce moment-là, le reste du groupe de Gilbert et Sullivan leur dit qu'il est temps d'entrer dans le donjon, alors ils disent au revoir à Lett et se dirigent à l'intérieur. Lett trouve ça cool de donner de l'espoir aux autres humains de la ville, mais il y a plein d'autres races qui sont jalouses de son pouvoir et pensent qu'il est un imposteur. Il s'attendait un peu à ce qu'il refuse d'accepter ses exploits, mais il va devoir les forcer à le reconnaître en leur montrant des résultats indéniables. Une fois dans le donjon, il annonce à Gold et Némumu qu'il prévoit de redescendre au 5e étage aujourd'hui, mais avant cela, il aperçoit les enfants qu'il a rencontrés précédemment et décide d'aller les saluer. Mia et les autres sont surpris de voir Lett, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas croisés, mais le frère de Mia dit que c'est le moment idéal, car Mia a quelque chose à lui donner. Mia est un peu nerveuse au début, mais elle tend à Lett un petit coquillage contenant une pommade qu'elle a fabriquée elle-même. Elle se souvient qu'il avait mentionné avoir de graves brûlures sur tout le corps, alors elle l'a préparé pour aider à soulager un peu la douleur. Lett est très reconnaissant de ce geste gentil, même s'il se sent un peu coupable de lui avoir menti au sujet de ses brûlures. Pour se rattraper, il décide de lui rendre l'appareil et sort l'un de ses objets pour l'offrir à Mia. C'est un bracelet, et il est vraiment très joli, alors Mia hésite à accepter un cadeau aussi précieux. Lett lui dit que son cadeau lui a vraiment fait chaud au cœur, et qu'il veut donc le lui offrir en guise de remerciement. Elle accepte le cadeau avec joie et dit à Lett qu'elle le chérira pour toujours. Mais après le départ de Lett et des autres, Némumu lui demande s'il est sûr qu'il était judicieux de lui donner un objet de classe et cesse aussi facilement. Ce bracelet était un bracelet à souhait et, selon la volonté de celui qui le porte, il peut réaliser un petit miracle. Lett a donc pensé que ce serait un excellent cadeau pour quelqu'un comme Mia. Peu de temps après, ils arrivent au 5e étage, qui est entièrement recouvert de neige. Cela joue en leur faveur, car la neige leur sert d'excellente couverture. Lett dit donc à Gold et Némumu qu'ils sont chargés de traquer Yanis pendant son absence, puis il active un objet de téléportation qui le renvoie dans sa salle du trône, dans la cité souterraine. Là, il savoure une bonne tasse de thé et demande à son équipe où en sont les opérations de vengeance. Ellie lui répond qu'elle a presque tout préparé et qu'ils pourront passer à la phase suivante d'ici peu. Lett est ravi de l'apprendre et dit à Ellie qu'elle est libre d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour que tout se passe bien. En attendant, il demande à Mai de continuer à gérer les affaires ici, dans l'abîme, et à Oyuki de poursuivre ses missions de reconnaissance. À ce moment-là, Nizuna lui demande s'il y a quelque chose qu'il souhaite qu'elle fasse en attendant, et Lett ne sait pas vraiment quoi répondre, car Nizuna est plutôt inutile pour tout ce qui ne concerne pas la lutte contre les monstres, mais il ne veut pas non plus la mettre à l'écart, alors il lui dit de rester en attente pour protéger la ville au cas où un méchant puissant ferait son apparition. Cela lui suffit, et elle jure que personne ne passera devant elle pendant qu'elle monte la garde. Lett est impatient que son plan se mette en œuvre, car il veut savourer l'expression misérable sur le visage de Sacha lorsqu'il la confrontera. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, Gilbert et Sullivan avaient installé leur campement et montaient la garde pendant que les autres membres de leur groupe dormaient. À un moment donné, Sullivan a dû aller faire pipi, alors il s'est éloigné un instant dans la forêt, mais à son retour, il a vu la tête décapitée de Gilbert gisant sur le sol, avec Quito debout au-dessus de lui. Les deux autres ont également été tués dans leur sommeil, et Quito explique clairement qu'il agit ainsi par pure haine envers l'espèce humaine dans son ensemble. Sullivan est furieux de ce que Quito a fait, mais il est assez intelligent pour savoir qu'il n'a aucune chance contre lui. Il lance donc une bombe fumigène et se met à courir pour pouvoir retourner à la guilde et rapporter ce qui s'est passé. Il pense avoir de bonnes chances de s'échapper, car la plupart des sorts magiques sont inutiles si l'on ne sait pas où se trouve son adversaire. Cependant, il est soudainement frappé dans le dos par quelque chose, et lorsqu'il lève les yeux, il voit Quito chevauchant un hoverboard magique. Il est ensuite assommé un instant plus tard par Yannick, qui reproche à Quito d'avoir tué tous les humains alors qu'il avait clairement demandé de les capturer vivants. Quito ne voit pas où est le problème, car cela n'a aucune importance s'il a tué quelques humbles humains, et ce n'est pas comme si Yannick se souciait vraiment de leur vie. Mais il a besoin d'autant de cobayes que possible, car ses recherches sont actuellement instables, et Sullivan est voué à mourir des effets secondaires bien avant que Yannick ne les perfectionne. Ils doivent donc trouver d'autres cobayes humains. Peu après, à la surface,
Nemunu se dispute avec la réceptionniste de la guilde pour essayer d'obtenir une promotion pour Light. Mais bien que la réceptionniste soit consciente de la force de Light, elle a déjà fait une exception en le promouvant récemment durant Ephorandé, et trop peu de temps s'est écoulé pour qu'elle envisage une autre exception. Elle lui dit toutefois que s'il accomplit à nouveau quelque chose d'extraordinaire, la guilde n'aura d'autre choix que de le promouvoir. Light décide donc de tenter sa chance. Après avoir fouillé les environs toute la journée, il trouve un tract mentionnant un tueur d'aventuriers inconnus. Traquer ce tueur devrait être un exploit suffisant, il décide donc de se lancer à sa poursuite. Cependant, il n'a aucune piste à suivre, ce qui rend la tâche difficile. Gold lui suggère d'utiliser son pouvoir gacha pour obtenir une carte qui l'aidera à retrouver le tueur, mais Light lui répond que les cartes qu'il obtient sont complètement aléatoires, et que les chances qu'il reçoive une carte de pistage sont donc très minces. Dans ce cas, Nemunu demande s'il ne devrait pas retourner dans l'abîme pour trouver quelqu'un qui aurait des compétences plus adaptées à la traque, ce qui semble être une bonne idée, mais cela prendrait trop de temps, et il ne veut pas perdre trop de temps à attraper le tueur. Celui-ci semble cibler exclusivement les humains, et il ne veut pas laisser cela impuni. À ce moment-là, les trois sentent une faille spatiale s'ouvrir dans la pièce, ce qui signifie que quelque chose est sur le point d'apparaître. Ils se mettent donc en formation de combat et attendent de voir ce que c'est. Cependant, à la surprise de Light, lorsque le portail s'ouvre, il voit Mia tomber du portail, inconsciente, et après l'avoir rattrapée, le bracelet miracle qu'il lui a donné se brise en deux. Light n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé, mais il sait que cela doit être grave. Il la porte donc jusqu'à son lit et, ce faisant, l'entend marmonner qu'elle doit se dépêcher de lui dire quelque chose. Il jette un sort de guérison sur Mia pour l'aider à se remettre, mais elle n'est toujours pas en état de parler. Light s'excuse, mais il va devoir fouiller un peu dans son esprit. Il lui jette un puissant sortilège mental et, ce faisant, il voit un flashback de Mia et du reste de son groupe rencontrant un deuxième groupe d'aventuriers. Le deuxième groupe les a avertis de faire attention, car on a signalé la présence d'un tueur d'aventuriers dans les environs, et cet homme ne s'en prendrait qu'aux humains. Les enfants en avaient entendu parler, mais ils pensaient qu'il s'agissait simplement d'un monstre solitaire. Cependant, maintenant qu'ils y réfléchissent, un monstre ne s'attaquerait pas spécifiquement aux humains. Après avoir entendu cela, Mia s'inquiète car elle sait que leur groupe n'aurait aucune chance si le tueur les attaquait, et il en va de même pour l'autre groupe d'aventuriers, c'est pourquoi il prévoit de quitter les lieux dès que possible. Avant de partir, le deuxième groupe dit aux enfants qu'ils devraient probablement quitter le donjon eux aussi, car tant que le tueur n'aura pas été capturé, les humains ne seront pas en sécurité ici. Les enfants prennent cet avertissement au sérieux et décident de partir dès que possible, mais comme ils ne s'attendaient pas à devoir remonter à la surface en urgence, ils sont tous très fatigués. Ils ne parviennent donc pas à revenir avant la tombée de la nuit, mais ils ne peuvent pas s'arrêter, car ils ne savent pas quand le tueur frappera à nouveau. Et par malchance, quelques instants plus tard, ils entendent la voix de Yannick leur dire qu'il est dangereux de rester dehors à cette heure tardive. À ce stade, les enfants n'ont aucune idée que ces deux-là sont responsables des meurtres, alors Mia suggère de les avertir. Le groupe dit à Yannick et Keto qu'il y a eu une série de meurtres ici, et qu'il serait plus prudent de retourner à la surface pour l'instant. Keto et Yannick les remercient pour cette information précieuse, et au début, les enfants sont soulagés, pensant que cela signifie qu'ils sont juste des aventuriers normaux comme eux. Mais Yannick commence alors à dire qu'il aurait aimé faire plus d'efforts pour dissimuler son attaque et celle de Keto, car la nouvelle s'est répandue et tous les aventuriers humains ont compris et évitent désormais le donjon. Dès qu'ils l'entendent dire cela, les enfants sont glacés d'effroi en réalisant que les tueurs qui les inquiétaient tant sont les personnes qui se trouvent juste devant eux, et Keto semble vraiment apprécier l'expression de terreur pure sur leur visage. Les enfants sont tous terrifiés, mais ils savent qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir tous, même s'ils s'enfuient. Les trois garçons sortent donc leurs armes et disent à Mia de s'enfuir pendant qu'ils lui font gagner du temps. Keto se sent insulté que de simples humains puissent penser avoir une chance contre lui. Alors que le frère de Mia se précipite vers lui, il lui tranche la poitrine sans hésiter. Il fait de même avec les deux autres, et bien qu'ils ne soient pas encore morts, leurs blessures sont si graves qu'ils sont pratiquement à l'article de la mort. Malgré cela, ils se remettent debout et crient à Mia de s'enfuir pendant qu'il se précipite sur Keto, ce qui le met encore plus en colère, alors il décide de les tuer sans hésiter. Yannick lui crie dessus, car il ne pourra plus utiliser ces deux-là comme cobayes maintenant qu'ils sont morts. Cependant, Keto lui dit de se taire, car il n'était pas question de les laisser vivre alors qu'il lui manquait de respect, se battant pour leur vie et tout ça, donc Yannick devrait toujours pouvoir mener à bien ses expériences. Yannick admet qu'un magicien est particulièrement précieux en tant que sujet de recherche, mais il dit que ces garçons auraient pu être tout aussi précieux, alors Keto promet de ne plus tuer d'autres cobayes à partir de maintenant. Mais avant que Yannick ne commence ses expériences sur Mia, Keto prévoit de lui faire subir des choses terribles juste pour s'amuser, et même Yannick ne veut pas être impliqué dans cette débauche, alors il rappelle simplement à Keto de s'assurer que Mia ne meurt pas et se détourne. Mia est terrifiée alors que Keto la domine avec des intentions malveillantes,
mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, son frère se remet soudainement sur pied et crie à Mia de s'enfuir. Yannick est étonné qu'il ait réussi à s'accrocher à la vie malgré ses blessures graves, et c'est le genre de ténacité dont il a besoin chez un sujet d'expérience, alors il dit à Keto de s'assurer de capturer le garçon vivant à tout prix. Son corps est sur le point de lâcher, mais cela n'a aucune importance pour lui à présent, car la seule chose qui compte pour lui est de s'assurer que Mia s'enfuit. Il lui répète de s'enfuir, et même si elle ne veut pas abandonner son frère, elle sait que c'est sa seule chance, car Keto est actuellement distrait. Elle se retourne donc et se met à courir. Dès que Keto se rend compte qu'elle s'enfuit, il se prépare à la poursuivre, mais Elio tente de le frapper. Même s'il n'a aucune chance de blesser Keto, cela suffit à le distraire et à gagner quelques secondes supplémentaires pour Mia. Keto veut vraiment tuer le frère de Mia et en finir, mais Yannick lui rappelle qu'il a besoin du garçon vivant et qu'il ne doit donc pas lui infliger de blessures mortelles. Pendant ce temps, Elio marmonne tout seul, essayant de trouver un moyen de gagner le plus de temps possible pour permettre à Mia de s'échapper, et il repense à la leçon que Gold lui a apprise lors de leur première rencontre. Gold lui a dit qu'il était normal de penser qu'une épée sert à attaquer et qu'un bouclier sert à se défendre, mais que le combat repose sur la créativité et l'habileté, et qu'il faut donc être capable de surprendre son adversaire si l'on veut gagner. Elio met cette leçon en pratique et lance son épée sur Keto. Keto suppose qu'il s'agit d'une attaque, il se penche donc en arrière pour esquiver la lame, mais pendant qu'il ne fait pas attention, Elio se rapproche et le frappe à la mâchoire avec son bouclier, renversant Keto. C'est le mieux qu'Elio puisse faire, mais il est très fier de lui, car même s'il va mourir ici, il a au moins réussi à porter un coup net à Keto. Keto n'arrive pas à croire qu'un simple humain ait réussi à le toucher, et il se sent tellement humilié et enragé qu'il ignore complètement la demande de Yannick de laisser Elio en vie et utilise son épée pour lui transpercer l'abdomen d'un coup de lance lumineux. Contre toute attente, Elio ne meurt pas sur le coup, et Keto prévoit de le faire souffrir autant que possible pour avoir osé frapper son visage majestueux, mais Yannick l'arrête et lui dit qu'il doit immédiatement partir à la recherche de Mia, car si elle parvient à s'échapper, les choses se compliqueront lorsque la guilde découvrira ce qu'ils ont fait ici. Keto est toujours en colère, mais il comprend le point de vue de Yannick, alors il fait demi-tour et se lance à la poursuite de Mia. Mia court aussi vite qu'elle le peut depuis un moment déjà, mais avant qu'elle ne puisse atteindre la sortie, Keto lui barre le chemin avec 3 lames de lumière. Mia n'en revient pas, car elle ne pensait pas qu'il serait capable de la rattraper aussi rapidement, mais Keto possède l'arme légendaire de la nation des elfes, l'épée Grandius, qui lui permet de créer autant de lames de lumière qu'il le souhaite et de les déplacer à sa guise. Il lui dit qu'il est inutile de courir, car avec ses lames, la rattraper est un jeu d'enfant, mais Mia refuse toujours d'abandonner. Elle jette un sort et lance quelques glaçons sur Keto afin de lui obstruer la vue et de pouvoir s'échapper dans la forêt, mais après avoir couru quelques minutes supplémentaires, Keto la retrouve et la jette à terre. Il lui dit qu'elle devrait être reconnaissante d'être sacrifiée pour le bien d'un futur héros légendaire comme lui, mais Mia lui crie qu'il ne mérite pas d'être appelé ainsi. Le titre de héros légendaire est réservé aux personnes qui sont à la fois fortes et gentilles comme Light, mais Keto, en revanche, n'est qu'un loser qui aime intimider ceux qui sont plus faibles que lui. Ces paroles touchent Keto au vif, car il se souvient que les autres elfes se moquaient de lui, le traitant de tyran bon à rien qui ne s'en prend qu'aux plus faibles. C'est en partie pour cette raison qu'il a été banni de la société elfique, mais il refuse d'accepter qu'il est le problème et reproche plutôt à tous ceux qui l'entourent de ne pas reconnaître à quel point il est formidable. Il perd la tête sous le coup de la colère et oublie complètement de garder Mia en vie, s'apprêtant à la frapper. Mia comprend qu'elle ne peut échapper à cette attaque, mais elle refuse toujours d'abandonner et tente désespérément de trouver un moyen d'atteindre Light pour lui demander de l'aide, et c'est alors que le bracelet se met en action. De retour au présent, après avoir appris tout ce que Mia et les autres ont enduré, Light est fou de rage. Il dit donc à Gold et Nemunu de se préparer à partir, car il s'apprête à s'en prendre à ses elfes. De retour dans le donjon, Yannick tente de soigner les blessures d'Elio, mais vu l'état de son corps, il semble déjà trop tard pour le sauver, et il est vraiment bouleversé d'avoir perdu un spécimen aussi précieux. À ce moment-là, Keto revient et Yannick lui demande s'il a réussi à capturer la fille, mais il répond qu'il a perdu sa trace. Dès qu'il entend cela, Yannick commence à paniquer. Il demande à Keto comment il a pu se laisser battre par une petite fille, mais Keto répond que ce n'était pas sa faute, car comment aurait-il pu savoir qu'elle allait disparaître comme ça dans les airs? Yannick n'arrive pas à y croire, car il est impossible qu'une enfant humaine comme elle ait un objet de téléportation sur elle, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé, et il doit donc accepter la réalité, à savoir qu'ils sont tous les deux fichus. Si Mia rapporte ce qui s'est passé à la guilde, ce n'est qu'une question de temps avant que la nouvelle n'atteigne la nation des elfes, et dès qu'ils auront découvert où se trouve Keto, ils se lanceront à sa poursuite pour avoir volé l'épée Grandius. Pour aggraver les choses, la nation elfique enverra très certainement le chevalier en chef à leur poursuite, et on dit qu'il est d'environ niveau 3000, tous ses chevaliers personnels étant au moins de niveau 2000. En d'autres termes, Keto et Yannick sont cuits.
Leur seule chance de survie serait maintenant d'essayer les recherches de Yannick afin de rendre Keto assez fort pour affronter les chevaliers elfiques, mais avant qu'ils ne puissent partir pour le faire, Light apparaît soudainement et leur dit qu'ils n'iront nulle part. Keto reconnaît Light comme étant celui qui l'avait interpellé pour avoir doublé la file d'attente lorsqu'il était entré dans le donjon, mais il ne comprend pas comment un humain a pu le surprendre ainsi alors qu'il est de niveau 1500. Light est attristé de voir Jinra et Wordy gisant sans vie sur le sol, et comme il est déjà trop tard pour les sauver, il leur ferme les yeux et s'excuse de ne pas être arrivé plus tôt. Gold attrape alors le corps d'Elio, qui semble encore avoir un peu de vie en lui, ce qui laisse penser que Light pourrait encore le sauver. Il jette un sort de guérison sur Elio, puis se retourne pour demander à Keto pourquoi il a fait une chose pareille. Mais peu importe, il se moque des raisons égoïstes qui les ont poussés à agir ainsi, car ils ont fait souffrir ses amis, et il jure sur son nom qu'il leur fera subir une douleur si insupportable qu'ils supplieront qu'on leur accorde la douce délivrance de la mort. Light demande à Neminu et Gold de rester en dehors de ça, car il veut s'en occuper seul, et Keto est offensé que Light semble penser qu'il peut le vaincre seul. Il en a assez que des humains insignifiants le défient tout le temps, alors qu'il est largement supérieur, alors il dit qu'il prendra tout son temps pour torturer Light avant de le tuer. Mais après avoir lancé sa première attaque, Light la bloque facilement avec son bâton, et il est un peu déçu par Keto, car il s'attendait à plus de puissance de sa part. Il perd son sang-froid après que Light l'ait presque assommé avec son bâton et décide d'utiliser toute la puissance de son épée pour l'éliminer, mais malgré les dizaines de lames lancées sur Light, celui-ci parvient facilement à les contrer toutes avec un peu de magie de glace, laissant Keto complètement incrédule. Il commence à piquer une crise de colère parce qu'il ne peut pas accepter qu'un humain soit en fait meilleur que lui, et il se met à dire qu'avec la grande épée de l'ancien maestro, il ne devrait pas perdre comme ça. Light n'écoutait pas vraiment, mais dès qu'il entend Keto mentionner un maestro, il devient intéressé, car c'est le genre d'information qu'il recherche. Light demande à Keto comment il connaît les maestros, mais celui-ci rit et répond qu'il est impossible qu'il ne les connaisse pas. Après tout, il est né avec le sang d'un maestro. Après avoir appris que Keto est le descendant d'un maître, Light annonce à Neminu et Gold qu'il y a eu un changement de plan. À l'origine, il comptait simplement tuer Keto, mais il souhaite désormais le ramener dans les abysses et lui soutirer autant d'informations que possible. Les deux comprennent et lui disent qu'ils s'occuperont de Yannick pendant qu'il sera occupé avec Keto. Mais Yannick trouve injuste qu'ils s'en prennent à lui alors qu'il n'est pas un combattant. Cependant, il a prévu quelque chose pour ce genre de situation, et il attire leur attention sur les deux serviteurs derrière lui, qui commencent à se transformer, révélant qu'ils sont le résultat de l'expérience hybride humain-monstre de Yannick. Il se met alors à pérorer sur la façon dont il a combiné des humains et des monstres afin de dépasser les limites naturelles de leur corps, et il aurait fait bien plus que cela, mais il faut beaucoup de cobayes humains pour créer un hybride stable, alors il prévoit de rassembler encore plus d'humains pour faire des expériences dès qu'il en aura l'occasion. Neminu, Gold et Let sont dégoûtés par les actions de Yannick, mais ce qui est encore plus horrible, c'est que Let reconnaît l'un d'entre eux. C'est l'homme qu'il a rencontré en ville il y a quelque temps, et il regrette de ne pas avoir pu le sauver des expériences tordues de Yannick. Mais il ne peut plus rien faire pour le sauver, alors Let demande à Neminu et Gold de mettre fin aux souffrances des monstres. Neminu et Gold tranchent sans effort les corps des hybrides pour mettre fin à leurs souffrances, mais Yannick affiche toujours ce sourire suffisant et leur dit qu'ils n'ont pas encore gagné. Il a conçu les monstres pour qu'ils puissent se régénérer après avoir subi des dommages, ils vont donc devoir faire beaucoup plus que cela s'ils veulent tuer les hybrides. Let commence à s'inquiéter un peu pour Neminu et Gold, mais il n'a pas le temps d'aller voir comment ils vont car Keto continue de lancer des coups d'épée. Neminu et Gold essaient de frapper les hybrides à plusieurs reprises, mais quoi qu'ils fassent, les monstres continuent de se régénérer. Yannick les traite d'imbéciles pour avoir pensé pouvoir vaincre ses créations. Neminu et Gold en ont assez d'écouter les bavardages incessants de Yanu et ne veulent pas prolonger les souffrances de ces malheureux humains. Ils décident donc d'utiliser leurs coups spéciaux pour mettre fin rapidement à leurs souffrances. Ils enduisent tous de leurs armes de mana et frappent les hybrides, et Yannick recommence à se moquer d'eux, car il pense qu'ils n'ont aucune chance de tuer ces monstres, mais il se rend alors compte que les hybrides ne se relèvent pas et qu'ils lui semblent bien morts. Il commence à paniquer car il ne peut pas croire que tous les fruits de ses recherches puissent être effacés si facilement, mais alors qu'il se tient debout devant les cendres de ses victimes, Neminu arrive par derrière et lui donne un coup de pied dans les parties pour être sûr de ne plus avoir à écouter ses absurdités. Quant à Let, il domine Keto avec sa magie depuis un certain temps déjà, et chaque fois qu'une attaque est sur le point de l'atteindre, Keto prend un air terrifié. Let trouve cela amusant, car Keto se comportait de manière arrogante il y a un instant. Keto refuse de laisser un humain sans valeur le mépriser, alors il se relève et active la forme ultime de l'épée sacrée, enchantant la lame avec plusieurs types de magie et étendant sa portée d'attaque effective. Let est quelque peu impressionné, car l'épée semble incroyablement polyvalente, mais aussi cool qu'elle puisse paraître, Keto vise très mal et ne parvient pas à toucher Let. Il commence à se plaindre que Let est un lâche parce qu'il esquive les attaques et dit que Let serait mort s'il avait réussi à le toucher. C'est un peu le but des esquives, mais Let décide de faire plaisir à Keto et reste immobile,
lui disant de frapper de toutes ses forces. Keto pense que Let est devenu fou, mais il ne peut pas laisser passer cette occasion, alors il lève son épée et saute en l'air pour porter un coup précis à Let. Mais même si le coup d'épée a bien atteint sa cible, il n'a pas eu beaucoup d'effet. Keto n'en revient pas, car il devrait être impossible pour un humain d'encaisser un coup direct de Grandus. Et pour bien montrer la différence de force entre eux, Let dit à Keto qu'il peut continuer à essayer s'il le souhaite. Keto frappe Let à plusieurs reprises, mais aucune de ses attaques ne cause le moindre dommage, jusqu'à ce que Let, lassé d'être frappé, brise l'enchantement de Grandus. Il frappe alors Keto à l'estomac et l'envoie valdinguer d'un coup de poing au visage. Lorsque Keto cesse enfin de rouler sur le sol, son visage est défiguré et Let se tient au-dessus de lui d'un air menaçant. Il dit qu'il a beaucoup de questions à poser à Keto, donc il ne le tuera pas tout de suite, du moins pas avant qu'il ait souffert plusieurs fois plus que ce qu'il a fait subir à toutes ses victimes. Keto comprend que Let ne bluffe pas et qu'il n'a aucun moyen de se sortir de cette situation, alors il se résout à supplier pour avoir la vie sauve. Il dit à Let qu'il vient de la nation elfique et qu'il était autrefois le prochain capitaine des Chevaliers Blancs, et qu'il lui donnera toutes les informations qu'il veut s'il fait preuve de clémence. Keto a l'air vraiment pathétique à ce moment-là, et la vue de son visage énerve vraiment Let, car il se disait auparavant un héros légendaire, mais il abandonne si facilement. Un héros est censé se battre jusqu'au bout pour ce en quoi il croit, même lorsque les chances ne sont pas en sa faveur, mais aussi arrogant soit-il, Keto n'a même pas pu le faire. Au contraire, Elio, Jinra et Wordy sont les véritables héros ici, car ils ont tenu tête à Keto et Yannick pour protéger Mera, même s'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Let s'excuse auprès des cadavres de Jinra et Wordy de ne pas avoir pu les sauver, mais il dit qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'Elio survive, alors ils vont immédiatement retourner dans l'abîme. À ce moment-là, Keto prend la parole et demande ce qui va lui arriver. Let répond qu'il va le ramener chez lui avec Yannick, car il a beaucoup de questions auxquelles il souhaite obtenir des réponses. Quelques instants plus tard, Let active son sort de téléportation, et lorsque Keto et Yannick ouvrent les yeux, ils sont stupéfaits de se retrouver dans un endroit complètement différent. Yannick n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer, alors il demande à Let où il se trouve actuellement, et celui-ci lui répond qu'ils sont dans la partie la plus profonde du donjon des abysses. Yannick est choqué d'apprendre qu'ils ont été envoyés du donjon de Dega jusqu'au donjon des abysses, mais il ne comprend pas pourquoi Let les a amenés ici. Let répond que c'est simplement là où il vit, mais Yannick et Keto refusent de croire qu'une personne puisse vouloir vivre dans le donjon le plus difficile au monde. Dès qu'ils ont dit cela, Nemimu commence à piétiner le dos de Yannick pour avoir osé insinuer que Let mentait, et quelques instants plus tard, les autres arrivent pour voir ce qui se passe. Ils sont ravis que Let soit revenu leur rendre visite, mais ils se demandent pourquoi il a amené ces affreux elfes avec lui. Let explique que ces deux-là sont des criminels odieux qui ont mené des expériences horribles sur des humains innocents, causant la mort de nombreuses personnes, dont deux amis de Let, mais qu'ils détiennent des informations sur ce qu'est un maître, et qu'il a donc décidé de ne pas les tuer pour l'instant. Dès que les filles apprennent ce que Keto et Yannick ont fait, elles se mettent toutes à les fixer d'un regard meurtrier et à discuter des différentes façons dont elles comptent les faire souffrir pour leurs actes. Let s'attendait à ce genre de réaction de leur part, mais il leur fait clairement comprendre qu'ils ne sont pas autorisés à tuer ces deux-là tant qu'ils n'ont pas obtenu de toutes les informations sur les maîtres, et ils acceptent tous de se retenir si c'est ce que Let souhaite. En attendant, Let demande à Gold de soigner Elio, et il veut que Nemimu l'accompagne car il prévoit d'organiser des funérailles dignes de ce nom pour Jinra et Wordy. Il s'apprête à partir, mais soudain, Yannick le supplie d'attendre et le prie de reconsidérer sa décision de le punir, car tout cela est la faute de Keto. Mais Keto répond que c'est Yannick qui est responsable, car c'est lui qui lui a dit qu'il pourrait l'aider à dépasser ses limites physiques s'il l'aidait à rassembler des sujets de recherche. Ils commencent à se disputer pour savoir à qui revient l'idée de tout cela, mais Let les interrompt et leur pose une question simple, alors qu'ils se pavanaient comme des dieux, tuant et torturant les humains faibles comme des vers, ont-ils jamais fait preuve de pitié lorsqu'ils imploraient qu'on leur laisse la vie sauve? Keto et Yannick se figent complètement, car ils savent qu'ils n'ont jamais montré la moindre pitié à aucune de leurs victimes, et leur silence en dit long à Let. Ils leur annoncent donc qu'ils subiront le même sort et qu'ils ne peuvent rien y faire. Peu après, Mia se réveille à l'auberge de Daga et aperçoit Let assis à côté de son lit. Elle lui demande ce qui s'est passé, car le dernier souvenir qu'elle a, c'est d'avoir été poursuivie par Keto. Let lui explique que lui et les autres l'ont trouvée juste au moment où les tueurs d'aventuriers s'apprêtaient à la capturer, et qu'ils l'ont ramenée à l'auberge pour qu'elle puisse se reposer. Let lui apprend également qu'ils ont réussi à soigner les blessures d'Elio et à lui sauver la vie, mais lorsqu'elle lui demande ce qui est arrivé à Jinra et Wordy, il n'a malheureusement pas de bonnes nouvelles à lui annoncer. Il lui tend une mèche de leurs cheveux et lui dit que Jinra et Wordy sont morts de leurs blessures avant qu'ils n'arrivent sur place. Mia est dévastée par cette nouvelle, mais elle est tout de même très reconnaissante à Let d'être venue les aider, car sans lui, son frère et elle n'auraient jamais survécu. Let se lève pour lui laisser le temps de se remettre de ses émotions, mais il se sent un peu coupable, car dans des moments comme celui-ci,
il se demande si utiliser sa force uniquement dans le but de se venger est vraiment la bonne chose à faire. Le lendemain matin, Lett se rend à la guilde pour signaler l'incident du tueur d'aventuriers et fournir toutes les informations pertinentes. Cependant, il omet de mentionner qu'il a placé Keto et Yannick en détention, de sorte que la guilde pense toujours qu'ils sont quelque part dans la nature. En récompense des précieuses informations fournies par Lett et pour avoir sauvé 2 victimes potentielles, lui et son groupe sont officiellement promus au rang C. Plus tard, Lett s'assoit pour discuter avec Mia et Elio et leur demande ce qu'ils comptent faire maintenant. Elio lui répond qu'ils vont abandonner l'aventure et retourner dans leur ville natale. Lett leur demande pourquoi ils veulent abandonner, car il est sûr qu'ils pourraient trouver un autre groupe avec lequel s'associer, mais même si c'est vrai, cela ne leur semble pas correct de former un autre groupe si peu de temps après la mort de Jinra et Wardy. De plus, ils doivent également ramener leurs dépouilles chez eux afin de pouvoir organiser les funérailles de leurs chers amis. Lett comprend leurs sentiments, mais il demande à Mia ce qu'elle compte faire pour ses études de magie, car si elle est devenue aventurière, c'était avant tout pour gagner suffisamment d'argent afin de pouvoir fréquenter l'académie. Mia répond qu'elle va se concentrer sur l'auto-apprentissage pour le moment et qu'elle va travailler dur pour ne plus être une novice la prochaine fois qu'elle rencontrera Lett. Après le départ de Mia et Elio, Lett décide de retourner dans l'abîme pour voir comment les choses se passent là-bas, et à son arrivée, il est accueilli par Mei et Ellie. Il leur demande où en est leur enquête, et Mei lui présente un dossier contenant tout ce qu'ils ont pu apprendre de Keto et Yannick. Apparemment, les descendants d'un maestro sont connus pour monter plus facilement en niveau, et une légende raconte que si un maestro n'est pas contrôlé, cela pourrait mener à la destruction du monde entier. Cette révélation rend Lett curieux de savoir à quel point un maestro doit être puissant pour avoir le potentiel de détruire le monde entier à lui seul, mais malheureusement, ils n'ont pas plus d'informations à ce sujet. Ce qu'ils ont appris jusqu'à présent provient d'une conversation que Keto a eue avec le capitaine des Chevaliers Blancs il y a quelques années, et même si Ellie a utilisé sa magie interdite pour extraire autant de souvenirs que possible, ceux-ci étaient encore très fragmentés, et ils n'ont donc pas pu en apprendre beaucoup. Lett demande dans quel état se trouvent Yannick et Keto, alors Ellie ouvre un portail pour lui montrer, et les deux semblent avoir vécu un véritable enfer. Comme il n'y a plus d'informations à obtenir, Lett décide qu'il est temps de se débarrasser d'eux, alors il invoque une créature appelée Deadman's Banquet, qui dévore Keto et Yannick de manière incroyablement brutale. Maintenant que cela est réglé, il demande à Ellie comment se déroule son autre opération. Elle lui répond joyeusement que tous les préparatifs sont terminés et qu'il peut commencer sa vengeance contre Sacha quand il le souhaite, mais qu'elle aimerait d'abord capturer les Chevaliers Blancs, car tous leurs membres sont apparemment des sous-maestros et elle ne sait pas de quoi ils sont capables. Le vice-capitaine des Chevaliers Blancs, Mikkel, est également fiancé à Sacha, donc Ellie pense qu'il ferait un bon otage, et Lett est impressionné par la façon dont elle a bien réfléchi à tout cela. Pendant ce temps, dans la nation des elfes, Sacha s'amuse à raconter à Mikkel comment elle a trahi Lett et l'a fait supplier pour sa vie avec une expression pitoyable sur le visage, et Mikkel semble beaucoup apprécier l'histoire. Il regrette même de ne pas avoir été là pour voir cela de ses propres yeux, car il a déjà été envoyé en mission pour éradiquer un village humain, et il a adoré voir à quel point les humains avaient l'air pitoyables lorsqu'ils suppliaient pour leur vie. Les deux s'amusent beaucoup à discuter de leur plaisir à voir les humains souffrir, mais pendant ce temps, Lett se prépare à faire payer à Sacha toute la douleur et la souffrance qu'elle lui a infligée. Après son petit rendez-vous avec Michael, Sacha rentre chez elle avec sa servante, qui lui fait remarquer en chemin qu'ils forment un beau couple. Cependant, leur chemin est bientôt bloqué lorsqu'un esclave humain fait tomber un tas de nourriture sur la route parce qu'un elfe a commencé à le fouetter sans raison, et la seule chose à laquelle Sacha peut penser à ce moment-là, c'est à quel point tous les humains sont inutiles. Il va falloir un certain temps pour dégager toute la nourriture de la route, alors elle regarde par la fenêtre avec ennui pendant qu'elle attend, mais c'est alors qu'elle aperçoit une silhouette familière qui descend la ruelle. Une peur intense s'empare d'elle et elle se précipite hors de sa calèche pour s'assurer qu'il ne s'agit pas vraiment de Light, mais après avoir fouillé toute la ruelle, elle ne trouve aucune trace de lui. Elle commence alors à se convaincre que cela ne peut pas être Light, car il est mort il y a des années. Cependant, en se retournant, elle trouve un mot collé au mur lui demandant de se rendre à la tour géante, signé par Light, et elle commence à paniquer. Sa femme de chambre accourt pour voir si elle va bien et trouve Sacha au sol, désespérée, car si Light est vraiment vivant, elle va perdre tout ce qu'elle a gagné en le tuant, y compris la récompense, son statut noble et même ses fiançailles avec Michael. Pendant ce temps, depuis un toit voisin, Light et Ellie regardent Sacha paniquer sur le sol. C'est un bon début pour la vengeance de Light, mais Ellie réserve un sort bien pire à Sacha. Mais elle n'est pas la seule à devoir faire face à un lourd karma, car dans le camp des Chevaliers Blancs, deux chevaliers, Nia et Kia, s'amusent comme des fous à tourmenter un esclave humain en l'utilisant comme cible de fléchettes. Pendant ce temps, Sharfa enfonce son visage dans la poitrine de son esclave humaine, qui est obligée de jouer le jeu car elle ne veut pas finir comme la prochaine cible. Cette réunion a été convoquée pour discuter du fait qu'après avoir disparu avec l'épée sacrée Grandius, Keto aurait apparemment tué des aventuriers et aurait été vaincu par un humain.
Les supérieurs veulent donc qu'ils interviennent pour réparer ces dégâts. Sharfa ne comprend pas pourquoi il devrait s'occuper du problème créé par Keto, mais Must se lève et lui rappelle que Keto était l'un de leurs membres, et qu'ils sont donc directement responsables de tout ce qu'il fait. Alors que Sharfa est encore occupé à fraterniser, les cris de l'homme torturé commencent à l'agacer, alors il dit à Nia et Kia d'arrêter et de le tuer, mais elles refusent parce qu'elles s'amusent beaucoup. Elles ont acheté l'esclave avec leur propre argent, elles devraient donc avoir le droit de faire ce qu'elles veulent avec lui, et elles trouvent beaucoup plus dérangeant que Sharfa aime autant embrasser les humains. Must demande à tout le monde d'arrêter de se disputer autant, car ils sont des chevaliers blancs, et personnellement, il estime qu'il est de son devoir d'offrir aux humains une mort rapide et expéditive afin qu'ils n'aient pas à souffrir dans leur vie pathétique, mais ils ne sont pas du tout d'accord avec son idéologie. Tout au long de cette dispute, le capitaine des chevaliers a essayé de garder son sang-froid, mais les autres commencent vraiment à l'énerver, alors il leur dit de se taire, et la colère dans sa voix est si forte qu'elle les fait littéralement trembler de peur et provoque même une crise cardiaque à un oiseau. Maintenant qu'ils sont tous silencieux, il dit à Nia et Kia qu'il est malvenu de tourmenter autant leurs victimes, et demande donc à Sharfa de mettre fin aux souffrances du pauvre homme. Sharfa obéit à l'ordre du capitaine et pointe son doigt vers l'homme. En un instant, sa tête est arrachée de son corps. Le capitaine demande ensuite à Nia et Kia de se débarrasser du cadavre. La femme assise sur les genoux de Sharfa est terrifiée par ce qui vient de se passer, mais il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, car il ne lui ferait jamais une chose pareille. Il lui dit ensuite qu'elle est libre de partir, alors elle se lève et s'en va. Une fois qu'elle est partie, le capitaine dit à Sharfa qu'il est libre d'avoir les passe-temps qu'il souhaite, mais qu'il devrait limiter ses relations avec les humains. Les elfes sont connus pour s'accoupler avec des maîtres humains afin de créer des sous-maîtres, il ne peut donc pas affaiblir la lignée avec sa liaison. Cependant, Sharfa répond au capitaine qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car il n'avait jamais eu l'intention d'avoir un enfant avec son esclave. En fait, il s'est plutôt lassé d'elle, et il envisageait de lui tirer dans le dos plus tard. Il invite le capitaine à se joindre à lui, mais celui-ci refuse, car même s'il n'aime pas les humains, il n'apprécie pas particulièrement de les torturer. Pour l'instant, sa seule priorité est de régler la situation concernant Keto, car il ne peut laisser personne embarrasser leur reine. Plus tard dans la nuit, Sacha est allongée dans son lit quand tout à coup, elle entend un grand bruit. Elle va regarder par la fenêtre et aperçoit une tour géante émergeant de la forêt. Cette vision lui donne des frissons dans le dos, car elle se souvient que la lettre de Light lui disait de le retrouver dans une tour, et que ce devait être celle-là. Le lendemain matin, un marchand d'esclaves arrive en ville avec un chariot rempli d'enfants humains, mais soudain, une chimère de pierre apparaît de nulle part. Le marchand d'esclaves, terrifié, s'enfuit, abandonnant les enfants à leur sort, mais le monstre ne semble pas vouloir leur faire de mal. Peu de temps après, les elfes de la ville commencent à manquer de nourriture, car toutes les routes commerciales sont désormais infestées de monstres. Les elfes pensent que cela a un rapport avec la tour géante qui est apparue récemment de manière inopinée. La nation mène apparemment une enquête à ce sujet, mais elle manque de personnel pour le moment, et offre donc une bonne récompense aux aventuriers qui lui fourniront des informations à ce sujet. Light, Gold et Nemimu se trouvent également parmi la foule d'aventuriers, et après quelques minutes, deux elfes remarquent Nemimu. Même si elle est humaine, ils la trouvent sexy, alors ils s'approchent et tentent de la convaincre de quitter Light pour rejoindre leur groupe. Nemimu se retient et leur dit simplement de dégager, car Light est le seul qu'elle servira jamais, et Light leur dit qu'il ferait mieux d'abandonner tant qu'il est encore temps. Mais les elfes sont offensés qu'une humaine ose les rejeter, alors l'un d'eux lui donne un coup de poing. Cependant, Light lance une flèche de foudre pour le repousser, et dès que tout le monde réalise ce qui vient de se passer, ils reconnaissent en lui et les autres le nouveau groupe d'humains de Daga, qui sont apparemment extrêmement puissants. Sachant qu'ils ne peuvent pas vaincre Light, les elfes battent en retraite, et Light est satisfait de la tournure des événements, car la nouvelle de sa présence dans la nation elfique va forcément se répandre. Pendant ce temps, dans la forêt, un groupe d'aventuriers elfes décide de se lancer dans une quête pour recueillir des informations sur la tour géante, mais par mesure de sécurité, ils forcent une petite fille humaine à les accompagner afin de l'utiliser comme diversion s'ils sont attaqués. Après tout, les esclaves humains ne servent qu'à servir d'appât. Et lorsque la fillette tombe à terre, trop épuisée pour bouger, les elfes menacent de la battre jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Ils commencent à se plaindre entre eux de la paresse de leur bétail, mais soudain, l'un d'eux remarque une goutte de salive sur sa main, et l'instant d'après, sa tête est complètement arrachée par la chimère des rochers. La chimère mord ensuite les autres elfes, et la petite fille tombe à genoux, terrifiée, pensant qu'elle sera la prochaine, mais lorsque le monstre s'approche et la renifle, il se rend compte qu'elle est humaine, alors il recule et s'éloigne. La fillette pousse un soupir de soulagement, pensant qu'elle est enfin en sécurité, mais à ce moment-là, un groupe d'hommes à l'air effrayant sort des bois et commence à dire qu'ils ont de la chance d'en avoir trouvé une ici. La fillette est au bord des larmes, pensant qu'elle va être réduite en esclavage à nouveau, mais à sa grande surprise, les hommes lui versent une bouteille de potion de guérison et commencent à parler de lui trouver des vêtements convenables et de la nourriture.
Il s'avère qu'ils font en fait partie de l'équipe de Light et qu'ils ont pour mission de sauver autant d'esclaves humains que possible. Le chef du groupe contacte donc Ayuki pour organiser un transfert vers un lieu sûr. Pendant ce temps, dans la tour, Ayuki s'efforce de contrôler tous les monstres de la région afin de s'assurer qu'ils ne s'attaquent qu'aux elfes qui font du mal aux humains, quand soudain, Ellie vient voir comment elle va. Elle demande à Ayuki comment elle tient le coup, car c'est la première fois qu'elle doit contrôler autant de monstres à la surface en même temps, mais celle-ci répond qu'elle va bien. Ellie s'inquiète néanmoins que la mission puisse poser des problèmes ou que tout cela ne soit qu'un test de Light pour voir comment il gère les dilemmes moraux, mais Ayuki lui dit qu'elle se fait trop de soucis, car tout s'est déroulé comme prévu jusqu'à présent. À ce moment-là, elle reçoit un message de l'équipe au sol qui lui indique qu'ils sont prêts à la déposer. Une fois arrivée au village, il confie la jeune fille aux habitants, elle devrait désormais être en sécurité, et elle leur est très reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour elle. Alors qu'ils rentrent à leur base, ils commencent à discuter de l'horreur que représente le fait que des humains soient utilisés comme appât pour les monstres, et ils se demandent pourquoi les autres races détestent autant les humains, mais ils ne trouvent aucune réponse satisfaisante. Leur chef leur dit qu'il est inutile de s'attarder là-dessus maintenant, car ils partiront tôt demain matin et qu'il ferait mieux de ne pas être en retard. Cette nuit-là, Sacha est assise dans sa chambre et grince des dents à l'idée qu'elle ne peut pas se rendre seule à la tour, car celle-ci abrite des monstres de niveau supérieur à 1000. À ce rythme, la nation ne tardera pas à mobiliser officiellement les chevaliers blancs, et s'ils arrivent à la tour avant elle, ils découvriront qu'elle n'a pas réellement tué Light, et elle ne peut pas laisser cela se produire. Elle doit donc trouver un moyen de s'y rendre afin de pouvoir enfin achever Light de ses propres mains. Le lendemain matin, le conseil elfique tient une réunion pour discuter de la marche à suivre face à la récente recrudescence des monstres. Comme ils ne savent pas exactement de quoi ces monstres sont capables, l'un des responsables suggère d'envoyer leur meilleure force avant que les citoyens ne subissent de dommages, et elle demande au capitaine des Chevaliers Blancs ce qu'il pense de ce plan. Hardy répond qu'il est conscient de l'importance de protéger les citoyens, mais qu'il ne peut pas approuver un plan aussi stupide. Envoyer les Chevaliers Blancs sans information précise reviendrait à utiliser une épée raffinée pour fouiller dans la boue, et quelle que soit la qualité de l'épée, elle reste inutile si l'on ne sait pas où frapper. La reine se range du côté de Hardy sur cette question et décide que la meilleure chose à faire serait d'augmenter la récompense offerte pour toute information sur la tour. Une fois qu'ils auront recueilli suffisamment d'informations auprès des aventuriers, ils enverront les Chevaliers Blancs. Personne ne peut aller à l'encontre des ordres de la reine, la réunion est donc terminée, mais le chancelier semble lui en vouloir, car il pense que la seule raison pour laquelle la reine s'est rangée du côté de Hardy est qu'elle est sa mère. Plus tard, Hardy se rend dans les appartements de sa mère pour la remercier de l'avoir soutenue, car désormais, lui et ses hommes n'auront plus à se salir les mains en personne. Sa mère rit et répond qu'elle ne laisserait jamais son fils chéri courir un danger grave, mais que le mystère de la tour géante est une question urgente et qu'ils devront donc s'en occuper rapidement. Il lui demande si elle pense qu'il s'agit de l'arrivée d'un autre seigneur des ténèbres, mais ce n'est pas nécessairement ce qui inquiète la reine. Si un seigneur des ténèbres venait à naître, cela signifierait qu'un héros naîtrait également parmi les humains, et qu'il serait probablement un maître. Si tel était le cas, les elfes devraient soit le rallier à leur cause, soit le tuer pour éviter d'être détruit. À ce propos, Hardy se souvient avoir entendu parler d'un maître potentiel il y a quelques années, mais la reine dit que le garçon s'est avéré être normal, et qu'il a donc apparemment été éliminé. Elle lui demande pourquoi il s'intéresse autant à cette question, mais Hardy répond qu'il pensait simplement qu'il aurait aimé participer à cette mission, car il considère que tous les humains sont des parasites qui méritent d'être éliminés. Le lendemain matin, la guilde publie encore plus de quêtes pour obtenir des informations sur la tour géante, et une foule d'aventuriers se présente, dont Light et les autres. Mais alors qu'il marche, Sacha passe par là et reconnaît la voix de Light. Elle se retourne et lui demande de lui montrer son visage immédiatement. Light essaie de rester calme et lui dit qu'il porte un masque pour cacher les brûlures sur son visage et qu'il ne peut donc pas l'enlever. Cependant, Sacha l'ignore complètement et lui arrache le masque du visage. Même si Light a très envie de se jeter sur Sacha à cet instant précis, cela compromettrait le grand plan de vengeance qu'il a mis des années à préparer. Il reste donc calme et retire sa capuche, révélant d'horribles brûlures sur tout le visage. Sacha ne reconnaît pas le visage de Light à cause de ces horribles brûlures et le trouve si répugnant qu'elle lui crie dessus pour lui avoir gâché la vue avec un spectacle aussi dégoûtant, même si c'est elle qui a demandé à le voir. Après le départ de Sacha, Light révèle qu'il ne s'est pas brûlé pour garder son identité secrète et que les marques sur son visage ne sont qu'une illusion créée par le masque. Il est simplement content que cela ait été suffisamment efficace pour convaincre Sacha de le laisser tranquille pour l'instant, mais alors qu'il pénètre dans la forêt, les deux elfes que Light a humiliés plus tôt semblent toujours lui en vouloir. Light remarque que les elfes le poursuivent, mais il a des choses plus importantes à régler pour le moment, alors il décide de leur donner une chance et les avertit de reculer s'ils ne veulent pas mourir. Cependant, les elfes pensent qu'ils bluffent, car il est impossible qu'un humain puisse les battre, alors ils continuent à le poursuivre, et Light choisit simplement de les ignorer pour l'instant, car ils ne valent pas la peine qu'ils s'arrêtent pour s'occuper d'eux. Peu de temps après,
Let et les autres arrivent finalement au lieu de rendez-vous convenu, mais personne d'autre n'est encore là, alors il semble qu'ils vont devoir attendre quelques minutes. Mais à ce moment-là, les deux elfes parviennent à les rattraper, et Let est sincèrement impressionné qu'ils aient réussi à le suivre jusqu'ici. Leur dévouement est vraiment louable, mais c'est dommage que ce soit la seule chose positive à leur sujet. Let les a déjà prévenus, mais ils insistent pour se battre contre lui, il n'a donc pas d'autre choix. Il appelle Mera et lui demande de s'occuper de ces deux-là à sa place, tandis que les deux elfes se moquent de Let à cœur joie, pensant qu'ils vont lui faire payer son manque de respect. Cependant, leurs sourires disparaissent rapidement dès que Mera apparaît, et elle leur dit qu'il est déjà trop tard pour supplier qu'on leur laisse la vie sauve, car dès l'instant où ils ont commencé à insulter Let, leur sort était scellé. Mera se met alors à dévorer les deux elfes, et une fois qu'elle a terminé, Let s'excuse de lui avoir fait perdre son temps avec une affaire aussi insignifiante, mais elle répond que ce n'est pas grave, car pour lui, elle serait prête à dévorer 1000 elfes, même s'ils ont un goût horrible. Peu après, le reste de l'équipe arrive, et Let est heureux de les voir. Il leur demande de l'accompagner à travers la forêt jusqu'à la tour, car il est impossible de s'y rendre en volant avec autant d'autres aventuriers dans les parages. Suzu prend les choses en main et commence à montrer le chemin vers la tour. En chemin, Gold dit qu'il est heureux de revoir Jacques, mais il est surpris qu'il ait pris le temps de venir jusqu'ici alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Jacques explique que c'est surtout Ellie qui lui a suggéré de venir, mais qu'il ne voulait pas non plus laisser Let seul pour faire tout le travail difficile. Après avoir entendu Jacques appeler Let, le maître de la lumière, toutes les filles deviennent immédiatement hostiles à son égard en raison de son manque de formalité, mais Jacques pense qu'elles sont hypocrites, car d'une part, Let ne leur a jamais demandé d'être trop formelle avec lui, et deuxièmement, si elle continue à se distancier de Let avec des formalités, il finira sur un piédestal solitaire avec rien d'autre que des serviteurs au lieu d'amis, et si c'est ce qu'elles veulent. Pour Let, alors Jacques est plus que disposé à leur mettre les mains dessus pour leur faire entendre raison. Cependant, avant qu'une bagarre n'éclate, Let dit à Jacques de se calmer, car il ne veut pas qu'il fasse une scène ici, et il en va de même pour les filles. Tout le monde se remet donc en ligne et continue à marcher vers la tour. La tension entre eux était encore assez forte au début, mais en fin de compte, aucun d'entre eux ne se déteste vraiment, donc les choses se calment assez rapidement. Cependant, Let ne sait pas vraiment ce que pense Suzu. Elle souffre d'une timidité extrême, elle n'est donc capable de parler à personne d'autre qu'à son fidèle mousquet, Locke, ce qui est dommage car Let a une tonne de questions à lui poser, comme le fait que sa carte d'invocation la décrit comme androgyne, il ne sait donc pas si elle est une fille ou un garçon, et il ne peut pas vraiment vérifier par lui-même, il se contente donc de faire des suppositions. Le groupe finit par arriver, et Let trouve qu'Ellie a fait un travail formidable en créant la tour, car elle est vraiment impressionnante vue de près. Les quadruples neufs se précipitent tous pour accueillir Let, et maintenant que tout le monde est là, Ellie ouvre l'entrée afin de pouvoir faire visiter les lieux à Let. Elle a créé cet endroit à partir des informations qu'elle a recueillies en analysant le cœur du donjon de l'abîme, et il est entièrement renforcé, il n'y a donc aucun risque d'interférence physique ou magique venant de l'extérieur. Elle a également son nouveau dragon de compagnie, qu'elle a invoqué pour l'aider dans son plan de vengeance, et, comme demandé, elle a transformé le dernier étage en salle de mariage pour le grand final. Let s'approche du trône qu'Ellie a construit pour lui, et comme tout le monde est là, Ellie demande à Let la permission de profiter de cette occasion pour leur dévoiler les détails du plan. Let n'y voit aucun inconvénient, alors elle explique que Let prévoit d'exécuter sa vengeance juste au moment où Sacha est sur le point de se marier dans la famille royale, mais qu'elle a apporté quelques modifications pour éviter d'être interrompue par des intrus indésirables. C'est la première fois que Let en entend parler, il demande donc à Ellie quel changement elle a apporté. Elle explique que les chevaliers blancs sont réputés pour être les guerriers les plus puissants du royaume des elfes, ils vont donc forcément tenter d'intervenir dans les plans de Let. Elle a donc pris des dispositions pour les combattre et les vaincre à l'avance. De cette façon, ils peuvent tester leur puissance militaire contre les meilleurs guerriers du royaume des elfes et, en même temps, une fois les chevaliers blancs vaincus, ils pourront soumettre la nation elfique à leur volonté et recueillir beaucoup plus facilement des informations sur les maîtres. Let reconnaît que les ajouts d'Ellie au plan sont utiles. De plus, une fois qu'ils auront pris le contrôle de la nation elfique, ils pourront également explorer les autres nations en utilisant cette tour comme base d'opération. Afin d'éviter d'éveiller les soupçons, Ellie a pris la liberté de créer un clone de Let pour mener à bien ses missions d'aventure pendant que le vrai Let est occupé à assouvir sa vengeance. Let est impressionné par la réflexion approfondie d'Ellie, et pendant qu'ils discutent, Aoyuki contrôle plusieurs monstres pour mener Sacha jusqu'ici. Dans la forêt, nous voyons Sacha et le groupe d'elfes qu'elle a engagé comme garde se cacher dans les buissons, car ils savent qu'ils n'ont aucune chance contre les monstres de cette région. Peu à peu, alors qu'ils tentent d'échapper à la détection, ils sont dirigés vers la tour, où ils seront accueillis par le nouvel animal de compagnie d'Ellie. Comme prévu, Sacha arrive bientôt près de la tour, et dès qu'elle aperçoit le dragon, elle panique et fait demi-tour, car elle sait qu'elle ne peut pas affronter un monstre pareil toute seule. Les seuls à pouvoir le vaincre sont les chevaliers blancs, mais elle hésite à les appeler à l'aide,
car elle ne veut pas qu'il découvre que Lett est peut-être encore en vie. De retour au sommet de la tour, tout le monde regarde Sacha partir, mais Ellie est certaine qu'elle finira par revenir avec les chevaliers blancs, car elle n'a tout simplement pas d'autre choix ici. Et quand elle reviendra, les chevaliers blancs seront obligés d'affronter les guerriers les plus puissants des abysses, et elle est sûre que Lett trouvera cela divertissant. Plus tard dans la nuit, Sacha convoque une réunion avec le conseil elfique pour l'informer de ce qu'elle a rencontré lors de sa tentative d'atteindre la tour aujourd'hui. Non seulement il y avait des dizaines de monstres errants dans la forêt, bien plus puissants que n'importe quel elfe ordinaire, mais elle a également trouvé un dragon nichant près de la tour elle-même, ce qui attire l'attention de la reine, car elle n'aurait jamais imaginé qu'une créature aussi puissante puisse apparaître ici. La reine a honnêtement du mal à y croire, mais Sacha insiste sur le fait qu'elle dit la vérité. En fait, le chancelier a reçu il y a peu un rapport similaire d'un groupe d'humains qui mentionne des choses similaires à ce que Sacha vient de leur raconter, et si deux sources indépendantes disent la même chose, alors cela doit être vrai. Maintenant qu'ils ont confirmé la crédibilité de ces informations, le chancelier demande à Hardy ce qu'il compte faire, car avec toutes les informations nécessaires sur ce à quoi il va devoir faire face, il n'y a aucune raison pour qu'il évite de mobiliser les chevaliers blancs. Hardy est acculé, il est donc obligé de se lever et d'annoncer qu'il mènera une expédition pour vaincre les redoutables monstres et percer le mystère de la tour. Plus tard, Sacha rencontre le chancelier pour lui demander la permission de se joindre aux chevaliers blancs dans leur mission, affirmant qu'elle souhaite simplement contribuer à assurer la sécurité de la nation elfique, mais le chancelier lui répond qu'il n'est pas nécessaire de le supplier ainsi, car il avait déjà l'intention de l'envoyer en mission. Après tout, un acte aussi noble serait excellent pour son image après son mariage avec Michael, mais il pose une condition, il insiste pour que Sacha emprunte un artefact de la collection de son père, sinon elle ne serait qu'un obstacle pour les chevaliers blancs. Sacha accepte, et plus tard dans la nuit, elle rencontre son père pour lui demander une faveur. Le lendemain matin, elle part à la rencontre des chevaliers blancs à la lisière de la forêt. La plupart des chevaliers blancs ne comprennent pas pourquoi ils doivent emmener Sacha dans une mission comme celle-ci, mais Michael leur assure qu'elle est assez forte pour se débrouiller seule et que même si quelque chose tourne mal, il sera là pour la protéger. Nia et Kaya pensent que la seule raison pour laquelle Sacha a été autorisée à se joindre à la mission est que le chancelier est très proche de Michael, mais elle n'est pas totalement inutile puisqu'elle est la seule à savoir exactement comment se rendre à la tour, ils ont donc besoin d'elle pour leur montrer le chemin. De retour à la tour, Lett observe Sacha et les chevaliers blancs s'approcher de la tour, et il tremble pratiquement d'excitation à l'idée de pouvoir enfin se venger d'elle. Il est impatient de voir le visage déformé qu'elle fera lorsqu'elle le verra. Alors que Sacha et les chevaliers traversent la forêt, il lui demande si elle est sûre de savoir où elle va, et elle leur assure qu'elle est absolument certaine que c'est le bon chemin, car elle a laissé des marques sur les arbres la dernière fois qu'elle est passée par là. En fait, elle aperçoit l'une des marques devant elle, mais alors qu'elle court pour l'inspecter, elle trébuche accidentellement sur quelques racines et manque de tomber. Cependant, Michael la rattrape à temps et lui dit que même s'il comprend qu'elle est impatiente d'arriver au château, il détesterait la voir se blesser ici, et qu'elle doit donc faire attention. Ils finissent par arriver à la tour, qui est tout aussi impressionnante qu'il l'imaginait. Michael félicite Sacha d'avoir si bien réussi à les mener jusqu'ici, mais soudain, les portes de la tour s'ouvrent et une bande de monstres de pierre en émerge. Les chevaliers blancs pourraient probablement réduire leur nombre dès maintenant, mais Hardy pense que c'est trop risqué, alors il leur dit d'attendre la diversion qu'ils ont payée à ces aventuriers pour créer. Peu après, une série de feux d'artifice est lancée dans la forêt, alertant les monstres et les poussant à partir à la recherche de la source du bruit. Il ne reste plus qu'à s'occuper du dragon qui se trouve quelque part à l'intérieur, alors Hardy annonce à tout le monde qu'ils vont bientôt entrer et lance son sort de silence signature. Ce sort est spécial, car il élimine tous les sons apportés, créant une zone de silence complet et leur permettant de se déplacer sans être détectés. Cependant, alors qu'ils courent, ils tombent soudainement dans un piège de téléportation et, l'instant d'après, ils se retrouvent tous séparés dans différentes pièces de la tour.